bonsoir, soyez les bienvenus dans la tronche en live numéro 128. Pour la première fois, elle n'est pas vraiment en live, donc c'est une première. Donc on est en direct avec vous sur les réseaux, mais on a enregistré ça il y a quelques jours. Et donc on va dire qu'on a le droit. Hein, on s'est autorisé. Parfois les règles changent. C'est comme ça. Bienvenue. Le terrain ou la théorie qui sait qui a raison. Dans certains domaines, on remet en cause la capacité des grosses têtes farcies de calculs, de connaissances abstraites et de savoirs académiques à se rendre compte que la réalité du terrain est sensiblement différente de ce qu'ils imaginent. C'est bien beau d'avoir tous les théorèmes du monde, mais c'est autre chose que d'appliquer dans la réalité les modèles établis. Pour illustrer cela, j'aime à rappeler cette petite blague. Connaissez-vous la différence entre la théorie et la pratique? En théorie, il n'y en a pas, en pratique, si. Ce soir, nous allons parler des pratiques sportives. Et il semble évident pour tout le monde qu'il y a beaucoup plus de pratiquants du sport que de chercheurs. Maîtrisant les connaissances scientifiques afférentes à ces pratiques, à leur histoire, à leurs risques, aux performances, aux blessures et au traitement éventuel de ces blessures. Je ne fais pas rentrer dans l'équation les fans de sport qui ne l'approchent que depuis un sofa et une bière à la main, et je ne dirai rien de l'organisation des Jeux Olympiques qui expulse des étudiants de leurs logements sociaux et annonce que la capitale sera difficile d'accès pour tout le monde, car la démocratie doit s'effacer devant l'esprit de Coubertin, qui est bien plus important que le reste. Oups, trop tard, j'en ai parlé. On appelle ce procédé rhétorique la prétérition. Revenons au sujet. On connaît bien l'evidence-based medicine, composée dans les années 80, traduite par médecine fondée sur les preuves ou sur les données probantes, la traduction change un peu tout le temps. Et plus récemment, on évoque l'evidence-based policy, une conception des politiques publiques qui préconise que les décisions politiques doivent être fondées sur ou influencées par des données objectives rigoureusement établies. Ça permettrait, par exemple, d'anticiper les moyens les plus démocratiques d'envisager la tenue des Jeux Olympiques, un sujet dont nous ne parlerons pas non plus. On appelle la bro-science ou la bro-science, la science du frérot, la méthode qui consiste à écouter celui ou celle qui a de bonnes performances ou qui donne les signes d'une supériorité dans la pratique au détriment des arguties tirées de la littérature scientifique, surtout quand elles viennent d'un gringalet qui a certainement le physique de ses idées. En somme, il y a sans doute, en sport comme ailleurs, un déficit de culture scientifique, une méconnaissance de la manière dont les savoirs sont construits, et une forme de lutte d'influence où certains performeurs, dont les mérites sont indéniables, confondent le respect que peut inspirer leur résultat avec une déférence requise envers leur savoir supérieur. Et pour en parler, j'ai deux invités. D'abord Gaïs Gelaya, que vous connaissez, il a la chaîne YouTube Geek and Fit, il est coach sportif, et il est vulgarisateur scientifique, des sciences du sport et de la nutrition. Et puis nous avons Anthony Halimi, qui est kinésithérapeute, formateur en formation initiale et continue des professionnels de santé, et qui est cofondateur de Kinéfact, et animateur de la page Instagram Thinkin, pour Thinkin et Kin pour Kiné. Il y a un jeu de mots, je vous laisse le comprendre. Bonjour ou bonsoir messieurs. Bonsoir. Le son fonctionne, l'image fonctionne, c'est parfait. Un commentaire sur l'édito? Moi, pas. Je trouve ça très bien qu'on n'ait pas parlé des Jeux Olympiques. Pas trop. Ouais. Voilà, c'est très important pour moi. Et puis, sinon, ravi d'être là parmi vous ce soir. J'ai oublié juste de prendre des notes sur la rhétorique utilisée pour ne pas parler des Jeux Olympiques. Oui, c'est la prétérition. Prétérition, très bien. C'était pour la blagounette, parce que je pense qu'on va nous emmerder. Même ceux qui aiment le sport, peut-être ils vont en avoir un peu plein le dos. Mais bon. Donc, Kinéfact, qu'est-ce que c'est? Parce que, bon, Geek and Fit, la chaîne de Gaïs, je pense que les gens connaissent un peu. Il y aura le lien en description. Par contre, Kinéfact, moi, je ne connaissais pas. Tu nous en parles de 30 secondes? Ouais, Kinéfact, c'est un groupe de kinésithérapeutes qui a créé un site internet, une page Facebook et ce genre de choses pour en fait diffuser le plus possible les données de la science pour que les kinés aient une pratique plus kinésithérapie factuelle. L'idée, c'est de réduire un peu le gap de la traduction entre le moment où les études paraissent et on applique ça en clinique. Parce que du coup, c'est difficile de se tenir à jour. Alors, on est plutôt bien verni en termes de kinésithérapie parce que les kinés, parmi les professionnels paramédicaux, c'est un peu ceux qui lisent le plus. Mais quand on dit lisent le plus, dans les études, c'était 2 études par mois. Donc, c'est peu par rapport à ce qu'il faudrait. C'est compliqué de savoir quelle serait la bonne dose. Hein, c'est comme l'effet dose de Paracels.
Alors, on va démarrer. Nous sommes dans les conditions du direct. Tout va bien. Alors, on va définir un peu le problème. Donc, quand on fait cette dichotomie entre le terrain et la science, ce que j'ai fait en introduction, c'est sûrement un petit peu caricatural. Qu'est-ce qu'on peut dire sur les approches empiristes? Parce que c'est quand même, surtout les sciences du sport et la kiné, on n'imagine pas quelqu'un qui travaillerait là-dessus en restant devant un écran toute sa vie. Il faut forcément à un moment donné toucher des choses, des gens, etc. Donc expliquez-nous si cette dichotomie, dans quelle mesure elle est fausse ou vraie. Alors, si là-dessus, je vais peut-être prendre un petit peu la main parce que j'ai proposé ça et je pense que c'est assez intéressant de l'avoir à l'esprit. C'est ce qu'on retrouve très régulièrement chez les pratiquants, on va dire, notamment les pratiquants de brosciences, de ce genre de choses-là, c'est on a en fait deux approches distinctes, on va dire. On a l'approche qui va du coup être plutôt, on va avoir tendance à avoir les brosciences, les pro-brosciences qui vont aller plutôt dans une approche que j'appellerais mécanistique. Alors mécanistique de la philosophie de l'anglais mechanisms, pas la mécanistique dans le sens de la mécanique de Newton par exemple. Et on va avoir du coup plutôt une autre branche de personnes que je pense qui vont avoir plus tendance à être evidence-based justement et qui vont avoir tendance à être un petit peu plus, comment dire, oui, un petit peu plus capables de prendre en compte ce qui se passe réellement, qui sont un peu plus empiristes. Et je trouve ça assez intéressant parce que très souvent, on oppose les rationalistes, les sceptiques, les choses comme ça, avec justement les empiristes. Souvent, il y a souvent cette distinction en philosophie. Or, dans le monde du sport, on pourrait presque dire que les plus rationalistes, ce sont les empiristes et ceux qui aiment, enfin, qui sont un petit peu plus dans le monde des choses qui se raccrochent pas trop au terrain, sont les mécanisticiens. Pour autant, ceux qui font de la broscience, qui ne jurent que par le terrain, sont plutôt ceux qui font de la mécanistique. Et je vais expliquer maintenant, je vais définir les deux termes tels que je les entends. La mécanistique, ça va être par exemple prendre des mécanismes, ça va être prendre par exemple dire telle chose va augmenter la synthèse protéique, d'accord? Donc telle intervention, tel nutriment par exemple, typiquement, va augmenter la synthèse protéique. Par exemple, manger des protéines va augmenter la synthèse protéique. Donc, si on mange des protéines, en augmentant la synthèse protéique, on va faire plus de muscles. D'accord? Donc ça, c'est un raisonnement mécanistique qui se tient. OK? Eh bien, du coup, la personne qui fait de la broscience va avoir l'impression de s'appuyer notamment sur la science pour dire ça et pour en tirer des conclusions. Là où quelqu'un qui va être un petit peu plus empirique va dire d'accord, ok, sur le terrain peut-être que c'est censé fonctionner. Maintenant, regardons vraiment, est-ce que ça marche? Si on le mesure dans les conditions du terrain, est-ce que ça fonctionne? Donc, du coup, on va faire manger plus de protéines à quelqu'un et surtout, on va regarder, parce que ça vraiment, ça va être le plus important, est-ce que ça fait prendre plus de muscles à la fin? Et donc, généralement, ce qu'on remarque, c'est que, on va dire, là je donne un chiffre à la louche, hein, mais on va dire que 80% des théories comme ça, mécanistiques, qui sont censées fonctionner, eh ben, elles ne marchent pas en réalité. Ce chiffre, tu le sors d'où? Je le sors de mes D'un fesses, chapeau. vraiment, je le Je me dis. permets une petite parenthèse d'épistémo du dimanche, parce que rationalisme et empirisme, nous, en zététique, on se revendique du rationalisme, mais historiquement, les rationalistes, c'était pas ça. Les rationalistes étaient ceux qui pensaient que la raison pure pouvait rendre justice de la réalité du monde, qu'on avait accès, et ça vient un peu de la théologie, tout ça, hein, que la raison peut rendre justice de l'existence de Dieu, notamment, donc je vous renvoie vers les débats qu'on peut avoir là-dessus. Et en face, les empiristes sont ceux qui disent non, il faut passer par le test des hypothèses. Et la zététique et le scepticisme moderne, on est clairement dans le camp empiriste, évidemment. Ouais. Donc, les rationalistes d'entre nous qui défendons la raison ne sont pas les rationalistes au sens de l'étiquette du mot qui date de la Renaissance ou d'avant,
etc. J'ai pas des notions d'histoire des idées très très fortes, mais je voulais rappeler un peu ce vocabulaire. Ce qu'on va appeler rationaliste, nous, enfin, je sais pas trop, vous allez me dire, mais le rationalisme dont on se réclame, nous, c'est pas ce rationalisme-là. Or, toi, tu dis que les mécanistes seraient finalement un petit peu des gens qui réfléchissent avec des notions très abstraites, finalement. C'est ça. Ouais. C'est en fait, finalement, alors peut-être des notions qui peuvent être plus ou moins abstraites, mais en tout cas qui se relient de façon abstraite entre elles. C'est-à-dire que oui, le fait de consommer un nutriment, c'est pas abstrait. Le fait d'augmenter la synthèse protéique, c'est pas abstrait. Le fait d'augmenter la prise de muscle, c'est pas abstrait. Mais les liens qu'il y a entre le fait de choisir de penser que cette chose-là, ça fonctionne, et puis voilà, sans faire de test, ça c'est plutôt abstrait. Et il faut une expérience en Il y a des liens l'occurrence. évidents, il y a des gens qui sont persuadés d'être absolument certains parce que ça paraît évident. Mm. On en a vu quelques-uns, et en fait, ça dérange plus du côté des non-empiristes. Voilà, c'est Or, ça. la science moderne, elle est résolument empiriste. Me Si je veux semble-t-il. Hein. donner, si je veux donner un exemple que je trouve assez parlant, que je donne très souvent, c'est on a la perte de graisse locale qui est très souvent considérée comme étant possible par pas mal de personnes qui ont tendance à être mécanistiques. Donc elles vont dire: ah oui, mais en fait, on va perdre de la graisse localement puisqu'on déstocke. Elles ont plein d'explications différentes, hein. Mais en gros, faire s'exercer plus une partie du corps ferait perdre de la graisse plus localement à cette partie-là. Et donc, quand on regarde les résultats de terrain, c'est-à-dire que en rationnel, ça peut se tenir. On peut avoir un rationnel qui tient. On peut avoir quelque chose qui peut se dire: ah oui, effectivement, il y a comment dire, une délocalisation des graisses. Enfin, c'est local au niveau du fait de déstocker les graisses. On peut regarder ça sur le papier, etc., de plein de façons différentes. Mais dans la réalité du terrain, la perte de graisse locale, je crois qu'il n'y a qu'une seule étude qui a montré que c'était éventuellement possible avec un protocole très compliqué et sur une amplitude très faible. Et tout le reste, tout le reste du corpus d'études montre clairement que ce n'est pas le cas. Et pourtant, on va avoir des gens qui vont continuer à défendre ça encore Donc, je aujourd'hui. peux pas maigrir du mollet gauche, si je veux. Ça va être très, très, très. Mais très, je peux très le compliqué. muscler plus que le droit. Oui, en tout cas via le sport. Après, je suppose que via une forme de liposuction, ou via une forme de. Peut-être que, je ne sais pas, hein, je ne suis pas renseigné à fond à ce niveau-là, mais peut-être par une forme de cryothérapie ou je ne sais pas quoi, on peut y arriver. Mais pas via le sport. Ça, oui, ça c'est D'accord. très compliqué. Donc, sur cette nuance terrain théorie, Anthony, si tu voulais apporter une nuance ou si c'est si on a juste, fait le tour. ouais, juste pour reformuler un petit peu ce qu'a dit Gaïs, en fait, souvent les gens qui vont prôner l'expérience, en fait, ils prônent pas l'expérience, en fait, on a testé, on a vu ce qui marche, comment ça marche. Souvent, ils prônent la logique. En fait, ils ont Ouais. une logique dans leur tête. Ils disent, bah voilà, c'est comme ça que ça marche parce que j'ai compris ça de ces mécanismes-là. Ils ont un modèle, comment ça fonctionne dans leur esprit. Et donc, du coup, ils disent, bah voilà, j'ai testé, ça a marché comme ça. Et après, ils ont toute la logique pour expliquer comment ça a marché. Et ils appliquent ça avec tout le monde. Sauf que, bah, du coup, c'est pas l'expérience, en fait. C'est juste des inférences qui ont été faites et sur un raisonnement, un modèle logique. Et à partir de là, et ben, du coup, ils vont faire des trucs. Et il y a une limite à la logique, justement, en fait, c'est que il y a plein de cas d'expérience d'empirisme, en fait, qui a montré que finalement, la logique, elle avait tort souvent. Euh, Par exemple, on prend l'exemple des gens qui ont une insuffisance cardiaque. Si les gens ils ont une insuffisance cardiaque, et ben, on se dit, bah tiens, leur cœur il bat moins vite, il a beaucoup plus de mal à pomper. Il vaut mieux éviter de le ralentir. Donc on va éviter de donner des bêta-bloquants. C'était un petit peu à une époque on disait ah bah non c'est plutôt dangereux et il y a des gens qui ont dit bah non finalement ça peut aider, ça peut marcher parce qu'on avait vu que effectivement par des raisonnements encore mécanistiques mais cette fois-ci qui ont été testés après par l'empirisme, ils avaient vu que donner des bêta-bloquants ça avait des changements dans la fonction cardiaque, dans la fonction des vaisseaux. Et en testant, finalement, on a vu qu'en donnant les bêta-bloquants, les insuffisants cardiaques, ils vivent plus longtemps. Donc, logiquement, le truc qui ralentit le cœur, qui devrait augmenter l'insuffisance cardiaque et donc rendre les gens plutôt très mal, et ben finalement, ça les fait vivre beaucoup plus longtemps. Et il y a des changements dans la qualité de vie aussi, il me semble. Et tout ça, c'est assez historique. Et c'est un des premiers trucs qui nous fait dire, bah, effectivement, il faut vraiment tester et pas n'importe comment, parce que c'est même souvent un exemple qui est repris pour les méta-analyses.
souvent on dit si on avait fait une méta-analyse plus tôt, Oui. on aurait donné plus tôt des bêta-bloquants aux insuffisants cardiaques et on aurait sauvé beaucoup de vies. Parce qu'on avait plein d'essais cliniques isolés, et si on avait fait une méta-analyse plus tôt, on aurait pu dire, bah oui, bah là effectivement, donnons ça, on va sauver des vies. On parle d'inférences naïves, et c'est pas péjoratif, on a tous des inférences naïves sur tous les aspects du monde, et on n'est pas naïf quand on est expert, quand on sait ce que savent les meilleurs du domaine, qui ont fait les travaux, et du coup on est éclairé. Une inférence, lorsqu'elle est éclairée par la littérature, elle est plus naïve, mais quand elle est éclairée que par l'expérience personnelle, bah, vous avez des gens qui croient aux enlèvements extraterrestres, aux messages dans le ciel, etc. C'est des inférences naïves qu'on doit respecter pour ce qu'elles sont, mais qui ne sont pas tellement différentes. C'est pour ça que c'est mieux de tester. De valider. Alors moi, j'ai des notes, parce qu'on a préparé le conducteur ensemble, vous avez travaillé, hein, c'est bien. Et donc j'ai des notes que vous m'avez fournies, et vous avez écrit, et je n'ai pas bien compris. La science, c'est du terrain, mais mieux. Yvon Jacques et Jean Mario. Je me suis dit, je ne vais pas leur demander avant, je vais leur demander en direct, qu'est-ce que c'est, pourquoi ces gens, qui sont-ils? C'est quoi l'histoire? Alors, en réalité, c'était juste un post que j'avais fait avec une histoire, et le storytelling, ça marche un peu mieux, de manière générale, donc plutôt que juste de raconter des mécanismes, des choses un peu vagues, tout ça, j'ai raconté sous forme d'histoire, où on a Jean Mario, qui du coup est un kinésithérapeute avec 36,8 années d'expérience, qui du coup discute avec son ami Yvon Jacques, qui est probablement zététicien, parce qu'il lui casse un peu les pieds, il est rabat-joie, et du coup, surtout, il est très sceptique sur ce qu'il lui raconte. Mais on les aime pas, d'accord, ceux-là. Okay. Est-ce que je peux me permettre juste, avant que tu racontes l'histoire, on a bien changé l'exemple en question, histoire de ne pas retomber dans les... J'ai changé. Très bien, très bien. D'accord, parce qu'il y a plusieurs exemples historiques dans les petits conflits de méthodes qui ne sont pas nécessairement utiles à rappeler ici. Okay. Oui. Donc son ami Yvon Jacques lui demande sur quelle étude il s'appuie pour dire que, par exemple, quand les gens ils squattent, si le genou il dépasse les orteils, c'est mauvais pour les genoux. On rappelle, c'est quoi le squat, s'il vous plaît? Alors, un squat, c'est quand on est debout, on a les talons posés au sol et qu'on va plier les genoux pour descendre les fesses comme si on allait s'asseoir derrière les talons. Donc c'est un exercice de sport qui est très intéressant pour plein de raisons, à la fois en kiné et en pratique sportive. Donc du coup, on se met debout et on fléchit les genoux. C'est une Basiquement, ça veut dire s'accroupir. Ouais. On s'accroupit, mais on se relève. Et on s'accroupit. Oui. Et les squats, c'est des séries. Voilà. C'est dur, ça. Moi, j'aime pas du tout les squats. Donc, notre ami Jean-Mario dit que effectivement les squats, il faut les faire sans que le genou dépasse ses orteils. Et son ami Yvon Jacques, il lui demande sur quelle étude il s'appuie pour dire ça. Jean-Mario, il lui répond, j'ai pas besoin d'études, j'ai bien vu dans la pratique que chaque fois que les gens ils ont mal, souvent ils ont les genoux qui dépassent les orteils. Donc son ami Yvon Jacques, il lui dit, l'expérience c'est pas fiable parce que on a tendance souvent à se souvenir de ce qui nous arrange. Donc Jean-Mario, il est un peu chagrin, il est pas très content, et du coup, il veut vraiment, il a très envie de montrer qu'il a raison. Donc il est un peu agacé, et il lui dit, il prend tous ses bilans, qu'il a pris des gens qui avaient mal aux genoux, et il regarde si les gens, ils avaient vraiment très souvent les gens qui ont les genoux qui dépassent les orteils. Et là, effectivement, banco, quasi dans 90% des cas, les gens ont le genou qui dépasse les orteils. Donc, forte corrélation, Emmanuel, là, c'est bien. Ouais. Chapeau. Charles Emmanuel, là, il lui rétorque, c'est cool. Attendez, il y en a un troisième, pardon. Charles Emmanuel, non, c'est Yvon Jacques. Je l'avais changé exprès, mais du coup, on est reparti sur Yvon Jacques avec les notés. Donc, Yvon Jacques, il lui rétorque, c'est cool, mais t'oublies la fréquence de base. Parce que si les gens, ils plient déjà naturellement, ils dépassent tous les orteils, les orteils dans 90% des cas, c'est normal que 90% des gens qui ont mal aux genoux dépassent les orteils parce que c'est déjà la proportion de la population générale. Donc, Jean-Mario, il est chafouin. Parce que là, chafouin, pas dans le bon sens du terme, dans le vrai sens du terme. Il est énervé. Parce qu'il disait que les études, ça servait à rien. Et là, il vient de faire une étude transversale. Souvent, on pense que dans les études, c'est quelqu'un qui met un manteau, une blouse blanche, qui fait
travaille sur des boîtes de pétri avec des microscopes et tout ça. Et là, en fait, non. Là, il a juste pris des feuilles, il a fait une étude transversale en observant si dans ses bilans, il y avait effectivement les gens qui mettaient plus les genoux, qui dépassaient plus les orteils plus souvent quand ils avaient mal aux genoux. Et donc ça, c'est important. Et après, il continue encore l'histoire, hein, encore, parce que finalement, il veut aller plus loin. Donc, il reprend tous ses patients qu'il les rappelle. Il vérifie ceux qui avaient mal au genou. Il rappelle aussi les gens qui n'avaient pas mal au genou. Et finalement, il se rend compte que ceux qui avaient mal au genou, ils dépassaient plus souvent les orteils encore. Il a dit, bah super. Et donc là, en fait, son ami, du coup, il lui répond, bah ça, c'est une étude 4 et moi. Parce qu'en rappelant les gens qui avaient mal au genou, on se rend compte que finalement, ils sont différents des gens qui avaient pas mal au genou qu'on a rappelé aussi. Donc on fait une étude cas témoin, on prend des gens qui avaient mal au genou, c'est les cas, on prend des gens qui avaient pas mal au genou, c'est les témoins. Et c'est pas suffisant parce qu'en fait, il y a des risques d'erreur parce que quand on fait une analyse rétrospective, donc on remonte en arrière, souvent, comme on prend plein de données, on a tendance à trouver des variations, des associations, des corrélations qui sont parfois liées au hasard. On note par exemple le site de Tyler Vigan, Spurious Correlation, là, où on avait vu que le taux de margarine était intimement lié au taux de divorce, je crois, Dans le aux Maine. États-Unis. Ah, dans le Maine. Ouais. Ok, très bien. Je connais, je donnais, attends. Je connais, c'est classique. Bon, alors, l'histoire se continue parce que là, on a éventuellement une corrélation, mais moi, j'ai Ouais. des hypothèses après. Ouais, en fait, Jean-Mario, il se démonte pas parce que du coup, il dit, attends, ok, certes, il y a des biais, mais c'est pas grave. Ce qu'il fait faire, c'est que tous ses patients, à partir de maintenant, il leur demande de ramasser une feuille par terre et il regarde, et en pliant les genoux, et il regarde comment ils font leur squat pour ramasser la feuille. Et là, du coup, ils notent sur le papier et ils les rappellent 6 mois ou 1 an après pour vérifier s'ils ont déclenché des douleurs de genoux. Donc là, comme ça, il peut essayer de vérifier si ceux qui avaient le genou qui dépassait les orteils, ils avaient tendance à plus déclencher de douleurs au genou 6 mois à 1 an après. Et là, il vient faire une étude de cohorte prospective. Il a fait une étude observationnelle, il a suivi 6 mois à 1 an derrière, et c'est toujours une étude, et c'est toujours juste appeler des gens, et il n'y a toujours pas de blouse blanche et de boîte de pétri. Sauf s'il porte une blouse blanche à son Il a le cabinet. droit. Et donc, du coup, c'est bien. Mais effectivement, ces gens-là, on sait qu'il y a d'autres facteurs qui jouent en dehors d'avoir les genoux qui dépassent. Peut-être que les gens, ils avaient des troubles du sommeil. Peut-être que les gens, ils avaient d'autres choses comme du stress, de la peur du mouvement, ce genre de choses. Et ça, c'est les choses qui jouent. Et comme il n'a pas du tout évalué ça, c'est pas suffisant. Donc, son ami relou, là, son ami qui est un peu lourd, il lui dit, tu vois, t'as peut-être manqué des facteurs. Donc, ce qu'il fait, c'est que là, il se démonte pas. Il appelle un statisticien. Il prend plein de variables et il les suit encore longtemps. Ils font une analyse multivariée. Donc vraiment, il vérifie tous les facteurs. Il essaye d'effacer statistiquement si le sommeil, le stress, la peur, ça joue pas. Et donc là, on a encore monté d'un niveau. Sauf que, oui, évidemment, mais comme on contrôle pas tous les facteurs, du coup, effectivement, il y a toujours des variations qui sont un peu différentes dans les groupes. Donc, il se démonte pas et il finit à la fin par finalement faire un essai contrôlé randomisé. Donc en gros, au lieu de, il choisit de faire, il peut pas dire aux gens, vous allez faire exprès à partir d'aujourd'hui de squatter avec les genoux qui dépassent les genoux, qui dépassent les orteils, parce que sinon ce serait dangereux. Parce que s'il estime que ça peut déclencher des douleurs, éthiquement, Voilà. ça ne se fait pas. Donc par contre, ce qu'il peut faire, c'est faire une étude qui prouve, et donc il peut demander aux gens de leur apprendre, quand ils squattent avec les genoux qui dépassent, de ne pas dépasser justement. Et donc si les gens ils y arrivent, il peut faire en sorte que de voir si les gens qui arrivent plus tard, dans le temps, après avoir fait cette étude-là, ils ont moins de risques de déclencher des douleurs. Et là, on a fait un essai contrôlé randomisé, surtout si on a randomisé. Les gens. Donc les différents paliers pour améliorer. Et une fois qu'on a déjà une corrélation, ça ne veut pas dire qu'il y a une causalité forcément. On a évoqué le cas de la margarine. Quand on mange moins de margarine dans le Maine, on divorce moins. Quand on en mange plus, on divorce plus. C'est des données qui sont parfaitement vraies, qui sont tirées, mais qui sont accolées pour voir lesquelles matchent. Celle-là marche très bien avec un fort taux d'indice. Et si vous avez une hypothèse préalable qui dit quand on mange de la margarine, on grossit, du coup on divorce plus, que sais-je, ça pourrait. Là, vous avez la preuve. Mais pour ça, il faut avoir une hypothèse préalable. Et parfois, les données vont vous prouver une hypothèse qui n'est pas vraie. C'est possible aussi. Merci pour cette histoire. Et je poursuivrai juste là-dessus, parce que je trouve ça très intéressant du coup. C'est en fait,
à chaque fois, c'est un degré de scientificité qui est rajouté sur de la simple expérience de terrain. Et en fait, du coup, ce dont on se rend compte, c'est Mm. que l'expérience de terrain, en fait, finalement, ce n'est que de la science en moins bien, ou la science, ce n'est que de l'expérience de terrain en mieux. Et il y a une espèce, c'est un continuum. Ce n'est pas opposé. C'est en fait finalement que de mieux en mieux. Et ça, je trouve ça assez intéressant. Pour autant, ça ne veut pas nécessairement dire que toutes les études sont très très bonnes à prendre pour en faire des conclusions. Parce que, et c'était très bien dit dans ton exemple, Anthony, mais on a pas mal aussi, il faut quand même le noter, d'études qui sont, notamment à cause de pratiques qui sont pas forcément top ou de, revues, prédatrices ou enfin voilà, il y a plein de problèmes aussi dans le monde de la Ou de science billets de et on a publication. voilà, du biais de publication beaucoup et en fait, on a, notamment, c'est de ça dont je voulais un petit peu parler, c'est que, on voit que les études sur les animaux, notamment au niveau de la recherche dans le cancer, j'ai linké une étude dans les sources du document, donc je pense que ça sera assez intéressant. En fait, soit ne sont pas répliquées du tout, donc et de façon quand même, voilà, les études animales, en fait, hein, je dis, voilà, ne sont pas répliquées, les effets ne sont pas répliqués quand on essaie de refaire l'étude, soit les effets sont mais bien inférieurs. De mémoire, 85 de moins en termes d'effets, ce qui est énorme en fait Alors, et je vais certainement recevoir j'ai un professeur de cancérologie qui a écrit un livre sur les impostures liées au cancer, et on va alors, parler des vraies grosses impostures, mais sans doute aussi des problèmes, des données scientifiques et qui sont publiées comme ça, qui sont mises en avant qu'on ait vraiment des données qui soient fiables sur l'humain. Parce que, voilà. ce que je voulais surtout dire via ça, c'est qu'on peut se douter quand même que la recherche contre le cancer, c'est autrement plus sérieux que 3 sportifs qui se courent après et pourtant, on a, déjà des problèmes conséquents à ce niveau-là. Donc on a des papiers aussi qui montrent que, il y a une grosse crise, qui est bien présente au niveau des méthodes, et au niveau de la réplication qui ne se fait pas comme, il le faudrait dans les sciences du sport et il faut le prendre en compte aussi et c'est pas, enfin voilà, il faut en fait, La moi, science, la elle est cho bourrée de gros défauts. Et on fera un live avec un ou deux chercheurs, on prépare ça, sur tout ce qui est open science et tout ce qui est un appel à plus d'éthique, y compris dans la rigueur des données, dans le partage des données, et dans la réplication. Il n'y a pas beaucoup d'incitation à la réplication. C'est pas tellement mis en valeur, alors que tu viens de le souligner, c'est un besoin vital parce qu'il y a une proportion non négligeable, voire majoritaire, de papiers qui sortent, qui donnent des résultats, et ils sont pas vrais. Parce qu'il y a plein de raisons pour lesquelles ça peut être un peu faux. Parce que la science, c'est le terrain en mieux, mais c'est pas parfait. et du coup, pour moi, ce qui est très important, finalement, à noter là-dedans, c'est que, eh bien, c'est en connaissant la science et en connaissant, en fait, les différents types d'études et cetera, qu'on peut mieux savoir comment interpréter les résultats et donc rejeter la science en bloc, ça n'a pas de sens. Il Certes, il y a plein de soucis, mais justement, ce qui est bien, c'est que pour repérer ces soucis, qu'est-ce qu'on a? Bah, c'est des études scientifiques. Ce sont bien des papiers qui sortent, qui Ouais. permettent de savoir qu'on a des problèmes avec. Si on voit les problèmes dans la science, c'est parce que malgré tous ces défauts, la communauté scientifique, elle s'est dotée des outils pour détecter les erreurs. Donc Mmh. évidemment, un papier scientifique faux, même s'il faut du temps, on finira par détecter qu'il est faux, on finira par l'écarter, il ne fera pas école, euh, parce que justement, il a vocation à être mis à l'épreuve. Alors que la broscience ou le sens commun ou les inférences naïves, elles sont pas dans un environnement où elles sont mises à l'épreuve pour de vrai. Au contraire, Mmh. on a tout ce qui va confirmer, qui va être présent. Et c'est pour ça qu'on a, vous savez bien, hein, on a plein de pratiques en pseudo-médecine. Ça fait 100 ans que c'est réfuté, ça fait 100 ans qu'on continue. Parce que localement, on a plein de bonnes raisons de continuer d'y croire. Enfin, plein de mauvaises raisons, mais qui ne sont pas mises à l'épreuve. Et c'est Donc, pour la ça dichotomie entre terrain et science, vous venez de la faire atomiser, il y a un continuum, etc. Mais malgré tout, il y a quand même une différence. mmh et je dirais juste, un autre petit truc, au niveau de ce que tu viens
expliquer, c'est, à mon avis ah mince, ça vient de m'échapper. Non, au pire, je reviendrai dessus plus tard. Je brodais avant pour essayer de retrouver ce que j'avais dit. Tant Et pis, je t'ai mais j'avais un coupé. truc important à dire. C'est mon défaut, je coupe la parole sur C'est pas grave, c'est la pas grave. différence entre science et terrain, c'est ce continuum qui existerait. On va passer à enfin, avant d'aller à la partie 2, vous avez voulu qu'on fasse des expériences. Voilà. Vous avez envoyé un protocole que je n'ai pas lu, qu'on a confié à Alex. Et Vlad et moi, on s'est soumis, surtout Vlad, hein, plus que moi, aux expériences que vous nous avez soumises. On va diffuser, ça dure 4 minutes, 3 minutes. Les gens pourront voir un peu ce que vous nous avez demandé. Vous avez vu la vidéo, je vous l'ai envoyée tout à l'heure. Et donc, vous allez pouvoir commenter ce qui s'est passé. Pour la première expérience, on va faire... Tu vas tendre ton bras droit, comme ça, à 30 degrés à peu près. Voilà, légèrement écarté du corps. Paume vers l'aine, donc ça c'est bon. Hop, et tu vas résister pendant que je tirer. D'accord. Un exercice Voilà. d'endurance. Bon, voilà. Donc là, tu essaies de baisser son bras. De ramener le bras vers l'intérieur, vers l'aine. D'accord. Et il résiste. Et il résiste. fort, Vlad Tapas. Il est très très fort. Donc là pour l'instant c'est pas trop compliqué et on résiste. Et je résiste. Bon, voilà. Est-ce que je suis assez fort? Écoute, je ne t'ai pas cassé le bras, hein, c'est bien. Je suis fort. Voilà. Merci pour cette expérience. Voilà. Au Au revoir. revoir. Alors là, c'est la pire étape pour vous. Ça consiste en une sorte de massage. Je prends au niveau des trapèzes. D'accord. Il prend au niveau des trapèzes. Est-ce que tu as besoin que j'enlève mon t-shirt? Oh, ça va aller. Je mets les pouces Ça de va part et finir d'autre en de la colonne porno. vertébrale. Et je presse en remontant lentement jusqu'à l'occiput. Voilà. poli. Jusqu'à l'occiparatation. J'espère que c'est l'exercice le plus long. Et je fais ça 5 fois de suite. Donc là, on a 5 deux. fois, parce que c'est important 5 fois. Oui. Tiens. Maintenant, tu te retournes et on refait l'expérience 1. D'accord. Ça, c'est pas 30 degrés. Je sais pas c'est quoi 30 degrés. C'est un tiers. C'est D'accord. ça. D'accord. Voilà. Ouais, ça, c'est pas mal. Ok. Hop. Est-ce que tu sens une différence par rapport à tout à l'heure? C'est plus difficile. Ah bah alors. On va dire Oui, je donc. me recule parce que là, on a l'impression qu'on fait Oui, des oui, choses non, différentes. voilà. C'est... C'est dégueulasse. Voilà. Donc moi, j'ai eu l'impression d'avoir fait à peu près la même chose. Toi, t'as l'impression d'avoir fait pareil. C'est un peu plus difficile, j'ai l'impression. Voilà. Sauf que tout à l'heure, ça bougeait pas et là, le bras, il bougeait. Bah oui, voilà. Suivant. 30 degrés. Ah, j'ai l'impression qu'il y a un peu moins de différence que tout à l'heure. Toi, comment tu ressens? Ça me semble pareil, mais... Ça te semble pareil? Bon. J'ai réussi à bouger un peu plus, mais ça me semble moins flagrant qu'avec Monsieur Vlad Tapas. Parce que moi, je suis meilleur. Je ne sais pas quels sont les résultats attendus. J'avais demandé du coup à Anthony de crafter cette expérience et je trouve qu'il l'a fait d'une main de maître. Et il faudra lui demander exactement pourquoi, mais ce test, c'est un vrai test qui est utilisé déjà apparemment en kinésiologie. Et en gros, hein, basiquement, l'effet qu'on recherche, l'effet qui est décrit par ce test de kinésiologie, ce qu'on veut, enfin la cause plutôt que l'effet en fait, n'existe pas. La cause de l'effet qu'on voit, c'est pas celui qui est décrit comme ce qu'on recherche dans le test. Donc le petit massage de la colonne jusqu'à l'occiput, il n'y a pas de raison de penser que c'est le moindre effet sur le bras. Alors c'est pas vraiment ça. Non. Ça, il y a peut-être des raisons de penser que ça en est ou pas. Ce que je veux dire, c'est que pourquoi est-ce qu'il y a un massage qui a été fait à l'occiput? Et ça, c'est Anthony qui le décrira parce que c'est lui qui a rédigé le test. Mais il y a une vraie raison au fait que y ait ce massage-là qui soit fait. Pour autant, est-ce que c'est véritablement cette raison qui a causé cette faiblesse dans le bras de Vlad? Eh bien, je n'en ai... il n'y a pas de preuve que ce soit le cas en réalité. Ça pourrait être relié à un tas d'autres choses. Mais je vais laisser plutôt Anthony décrire le test en lui-même et ce qui était recherché. Alors, de base, c'est un test de kinésiologie où le but, c'est l'inverse qui est censé se passer. C'est-à-dire que les gens, ils sont censés être très faibles au début, parce que c'est lié à toutes les tensions, le stress, Ils vont mal. l'énergie qui se désaccumule. Et donc, du coup, en libérant les tensions les uns derrière les autres,
ben normalement on est censé améliorer du coup la capacité à développer l'énergie et donc du coup à récupérer. Donc, euh, l'effet qu'on a vu sur Vled est la preuve scientifique d'un effet totalement inverse à la théorie de la kinésiologie. On vient de réfuter la kinésiologie avec un cas. Bah là, en l'occurrence, en plus, c'est pertinent parce qu'il a l'air de plutôt prendre du plaisir dans le massage réalisé par notre camarade, Par Alex. dont je n'ai pas le nom, Alex. Et donc, du coup, il dit, et c'est plutôt quelque chose qui a l'air de lui faire du bien, de le détendre. Et au contraire, lui, ce qui se passe, c'est qu'au lieu il est détendu, au lieu d'avoir plus d'énergie, de pouvoir mieux se libérer, et ben, c'est l'inverse qui se passe chez lui. Donc, il n'arrive pas du tout à tenir. Et si vous essayez ça chez vous, eh ben vous verrez qu'il y aura des résultats, mais qui seront immensément variables, parce qu'il y a des gens... En fait, ça dépendra beaucoup de à quelle force on appuie. C'est-à-dire il y a forcément un biais dans l'expérimentateur de base, c'est-à-dire que l'expérimentateur de base, à quel point il va appuyer, ça a totalement conditionné à quel point la personne va réussir à résister. Est-ce qu'on est sûr qu'il a pris le bras au même endroit, qu'il a appliqué la même force avec le même angle? Lui-même ne peut pas l'affirmer, on n'avait pas d'appareil pour le vérifier. Donc évidemment, le protocole, mais tu le savais très bien, c'est un protocole en carton, quoi. On ne peut pas en tirer de conclusion du tout. Même si on le répète 15-20 fois, puisqu'on ne mesure pas ce qu'on fait. De manière objective. Exactement, mais c'est exactement comme ça que c'est fait en pratique, en fait. Il y a beaucoup d'expériences, de tests, de choses qui sont faites dans notre expérience à nous, qui sont faites avec des données qui sont pas très fiables, auxquelles on peut pas, auxquelles on peut pas avoir foi, auxquelles on peut pas avoir foi. Rien que la manière dont on va demander, par exemple, la douleur, comment on va poser la question, ça va totalement changer la manière dont la personne va nous répondre. S'ils nous donnent leur seuil de tolérance, Oui. leur pire douleur, quand est-ce qu'ils vont avoir mal. Et donc, du coup, c'est important de faire très attention au protocole, et c'est souvent pas ce qui est fait en pratique, pour plein de raisons. Et c'est normal, c'est compliqué de faire autrement. Donc, Je quand on peut renvoie pas les faire ça gens. en pratique... Les gens, il faut qu'ils aillent voir la chaîne de Syllabus, Viviane, Hmm. qui a fait ce test. Mais avec des gens qui y croient, c'est-à-dire que des gens qui sont persuadés que quand vous tenez un objet en métal ou une pierre, je me suis jamais en détail, ça augmente votre énergie et donc vous êtes plus fort. Et Viviane a voulu faire ce test de manière un peu scientifique. Il y avait un petit défaut, il manquait un blanc. Et puisqu'il n'y avait pas eu de blanc, le mec qui a été testé a pu dire non mais de toute façon, je le sentais pas et c'est pour ça que ça marche pas. Et donc, si elle avait fait un blanc, il était coincé par le protocole. C'est-à-dire que c'était honnête, hein. On teste de manière honnête. Mais un vrai bon protocole, il coince celui qui veut chercher des faux semblants, des faux fuyants pour dire non, mais j'avais raison et le protocole ne prouve rien. Ça sert à ça. Un protocole solide, c'est pour éviter les hypothèses ad hoc. Et malgré tout, même s'il manquait ça, la vidéo est très intéressante. Parce que Viviane a une très bonne chaîne. Allez la regarder. J'ai oublié le titre, mais en tout cas, cherchez ça. Je me souviens, c'est la première vidéo de Syllabus que j'ai vue. Donc, du coup, Voilà, c'est un peu dans ton domaine. Est-ce qu'il y a d'autres éléments à ajouter sur ce premier test avec le bras? Ou on passe au suivant? juste un dernier point. Il arrive que la capacité à contracter les muscles est liée à la nociception. C'est les signaux d'alarme qu'on a un peu dans tout le corps, qui nous permettent de dire il y a trop de pression, trop d'acidité, trop de chaleur, trop de froid. Et cette nociception-là, elle est modulable par plein de choses. Et un truc qui module vachement bien la nociception, c'est les attentes. Créer des attentes positives, du placebo, en fait, entre guillemets, ça peut avoir activé un effet qui va bloquer la nociception. Et donc, changer la nociception, ça peut changer totalement le tonus musculaire. Soit en l'augmentant, soit en le diminuant. Et c'est encore plus le cas là avec ce qui a été fait avec Bled, qui peut-être n'a aucun rapport avec la nociception, mais là, en l'occurrence, il a eu un massage qui a pu avoir un effet qui est détendant, qui déclenchait de l'ocytocine, qui a pu relâcher plein de choses, plein de cascades chimiques qui ont pu diminuer la nociception par activation d'un réseau qu'on a au niveau du tronc cérébral qu'on appelle les voies inhibitrices descendantes. Voilà, Donc, on est hyper théorique, mais on est très très loin Ouais. de la manip. On ne sait pas si c'est ça qui s'est produit. Exactement. Et c'est ça c'est important, c'est quand même se dire que dans la pratique, si ça se trouve, là, en fait, on aurait eu un effet, soit parce qu'on a mal fait le test, soit parce qu'en fait, pour d'autres raisons qu'on n'avait pas du tout envisagées. Qui a pensé à l'ocytocine quand on a vu, du coup, Vled, pour expliquer qu'il a fait perdu en contraction musculaire. Moi, j'y pense peut-être tout le pas temps à grand cette monde dans la molécule, chaîne. mais ça, c'est moi, c'est mon obsession. Exactement. Exercice 2. Vous restez là, vous faites une pause et je reviens. Ah, il va vérifier. J'ai besoin de cliquer dans ton... Nous sommes patients.
Poupi, 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 pou, poupi, poupi. Bon, étape 1. Ça sent un peu la saucisse. Tu découvres ton C'est- bras. Je découvre je découvre mon bras, c'est vrai, il était là. Oui. Et Bon. magie, il y en a un deuxième ici. D'accord, bon, je découvre mon bras. Incroyable. Tu poses ton avant-bras sur les saucisses. Mon avant-bras sur les saucisses. Qui sortent du four. Tu ressens quoi? Je ressens que c'est chaud. Tu ressens que c'est chaud. Ah, il faut tourner parce que... Non, non, c'est... Parce que quand Essaye je- avec la partie plus... Voilà. Parce que... Ok, Et là, je ressens que c'est froid. d'accord. Monsieur Valet de Tapas, Oui, même expérience. même chose. Très bien. C'est froid. Ah. Ah oui. Bon, c'est un échec. Là, il faudra nous dire ce qu'on devait ressentir. Donc moi, je suis passé en premier. J'ai bien senti quelque chose. Je vais dépasser en deuxième et déjà, ça marchait plus tellement. Il me semble avoir ressenti une température qui était supérieure à, après, quand on a regardé une par une les demi-saucisses chauffées. Et donc, il est bien possible que j'ai quand même ressenti un effet qui est, j'ai ressenti plus chaud que ça ne l'était en réalité. Mais je suis même pas sûr de ça. C'est un peu flou comme ressenti. Voilà. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut, qu'est-ce qu'on en fait? Ça, c'est comme toutes les illusions, en fait, hein. On pourrait se dire, enfin, c'est censé être une illusion qui fonctionne pour le coup, qui donne une sensation que enfin, c'est très 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 chaud. Voilà, qu'on a vraiment très 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 chaud quand on touche ça. Et comme toutes les illusions, comme les illusions d'optique, comme en fait n'importe quelle chose qui touche à nos sens et qui peut être qualifiée d'illusion, eh ben, selon notre perception, c'est réel. C'est pas Oui. quelque chose qui est faux. Mais dans la réalité des choses, eh bien, ce n'est pas le cas. C'est-à-dire que notre perception, c'est un basique en science, mais c'est bien de le rappeler, notre perception ne nous dit pas réellement ce qu'il en est. Si jamais c'était le cas, ce serait beaucoup plus simple et la science avancerait beaucoup plus vite. Malheureusement, ou heureusement, je ne sais pas, on a besoin de protocoles plus stricts que juste nos perceptions. Quand Et, l'eau courbe un bâton, ma raison le redresse. Hein. On se rappelle de La Fontaine. Et donc, nos perceptions sont des constructions mentales à partir de plein d'éléments que l'on reçoit. Et lorsque tout est congruent, alors on a une perception qui coïncide avec l'expérience réelle, puisqu'on a évolué quand même sur quelques milliards d'années pour que le cerveau ne fasse pas n'importe quoi. Et il y a des situations où, en fait, les signaux, ils sont pas... il y a une forme d'incohérence ou quelque chose qui se passe et ce qu'on perçoit, qui est vrai pour nous, est en décalage. Et donc, les gens qui voient des visages dans les nuages, tu dois bien savoir qu'il n'y a pas de vrai visage dans les nuages. Et pourtant, on a l'impression. Et ça, moi, je trouve ça assez important parce que, mine de rien, quand on le dit comme ça, c'est tellement acquis. On en a tellement vu depuis la primaire, par exemple, des illusions d'optique, qu'on se dit, bah oui, c'est évident, c'est une illusion d'optique, etc. Et pourtant, personne ne pense à se dire que ces perceptions peuvent le tromper au niveau de l'entraînement sportif. Le nombre de personnes qui me disent, ah oui, depuis que j'ai essayé cet exercice-là, bah vraiment, ça marche beaucoup mieux. Qu'est-ce que tu as pour le savoir? Ah non, mais mon expérience personnelle, et ça convient très bien. Et je pense qu'on devrait quand même se rappeler un peu plus qu'on a tous vu des illusions d'optique et qu'on était sûr que cette image-là, bah, elle tournait. Et pourtant, elle tourne pas. Et quand on voit des spectacles de magie, l'histoire qu'on nous raconte, c'est pas du tout ce qui se passe. Hein. Et pourtant, on y croit. Et à la fin, si on racontait l'histoire, tous les gens qui sont devant la scène et qui connaissent pas le truc vont raconter ça d'une manière, et ceux qui connaissent le truc vont dire autre chose, parce qu'eux, ils ont vu d'autres éléments, ils ont retenu une autre séquence que ce qu'on a vu. Et la personne qui croit que rajouter un peu de piment dans sa nourriture le fait cuire plus vite, bah pour lui c'est vrai, parce que c'est la séquence qu'il a vue. Alors oui, et c'est peut-être même vrai en réalité, parce que la phénylcapsaïcine, ça pourrait peut-être fonctionner. Mais c'est encore un autre débat. Mais tu en sais des choses. Moi, je suis plutôt déçu des effets de cette expérience, parce que c'est une expérience que j'ai fait faire à plusieurs élèves, dans plusieurs situations, en fait, où du coup, l'idée, c'est de reproduire l'illusion du grill thermique. Normalement, on alterne une barre froide, une barre chaude, une barre froide, une barre chaude. La complexité, c'est que les barres en métal, elles conduisent très bien la température. Donc, c'est beaucoup plus facile de conduire la température avec des barres en métal qu'avec des knackis. Et du coup, c'est aussi... Et que, en fait, elles sont chauffées
à une température très précise de 20 degrés et de 40 degrés pour l'alternance. Et donc, du coup, l'idée, c'est que les knackis qui sortent du frigo, elles sont en dessous de 20 degrés, donc c'est censé être bien. Et les knackis qui sortent du micro, elles sont censées être au-dessus de 40 degrés. Mais effectivement, il peut y avoir un petit peu des variations déjà entre le moment où on applique le bras et le moment où on sort l'assiette. Il y a les knackis qui peuvent réchauffer les autres parties et ce genre de choses. On va arrêter avec les marques. Ah, excusez-moi, je ne... Les saucisses de Francfort, Saucisses. ça marche aussi. De- Voilà. Les Les saucisses saucisses de Strasbourg. aussi, c'est bien. Voilà. Donc, Très bien. en gros, on a la théorie qui explique pourquoi on a ce ressenti. Alors, il y a plusieurs théories qui ont émergé et elles sont un peu compliquées à expliquer parce que les chercheurs ne sont pas sûrs. En fait, tout se base sur l'idée que en fait, il faut les signaux d'alarme dont j'ai parlé tout à l'heure, la nociception. Du coup, et c'est exactement les mêmes qui véhiculent le froid et le chaud. Sauf que du coup, on a des capteurs supplémentaires pour véhiculer le froid et des capteurs supplémentaires pour véhiculer le chaud. Et quand on véhicule et du froid et du chaud à la fois, techniquement, c'est qu'on active que le capteur qui fait le froid, le chaud, la pression, l'acidité. Et c'est le capteur qui est censé donner les douleurs, entre guillemets. D'accord? C'est le même capteur qui sent quand on pique, c'est le même capteur qui sent quand on fait du froid, et le même capteur quand on fait du chaud. Si on stimule le froid et le chaud en même temps, c'est qu'on stimule ce capteur qui fait tout ça à la fois, et pas les autres capteurs qui font que le chaud, ou pas les capteurs qui font que le froid. Et donc ça donne une sensation de brûlure intense, juste parce que, en fait, on stimule trop de Donc, capteurs en différents. gros, vous avez essayé de nous torturer. Exactement. je reconnais. Mais par contre, c'était indiqué. Il y avait une vidéo qui montrait ce qui allait se passer. Ah, j'ai pas vu, moi. Moi, Ouais, j'ai je fait sais. confiance à vous. Voilà. Mesdames et messieurs, vous saurez que ce sont des gens qui sont prêts à vous torturer pour la science. En termes d'éthique, c'est pas terrible. On va D'ailleurs- squeezer le petit paradoxe. On va aller directement au facteur. Voilà, pour voir un petit peu le fait qu'on va toujours avoir tendance à négliger. Enfin, le monde est complexe. On n'a jamais accès à l'ensemble des facteurs. Et même lorsque on met en place des tests à notre niveau sur le terrain pour identifier une cause, c'est pas de la vraie science, parce que en science, on sait bien que il faut rajouter plein de conditions pour écarter les facteurs confondants. Du coup, effectivement, en fait, on a vu ça pour les migraines, par exemple. Souvent, c'est recommandé, ça fait partie des guidelines, des guides de recommandation de bonnes pratiques, de dire que pour les patients qui ont des migraines, qui souffrent de migraines, il faut faire des journaux décéphalés qui notent leurs maux de tête et éventuellement qui permettent d'identifier certains déclencheurs. Donc, par exemple, pour certains, ça va être la caféine, d'autres, certaines femmes, ça peut être ça peut être les règles, les hormones ovariennes. Donc, pour d'autres, ça va être le manque de sommeil, la consommation de tabac, la consommation de caféine. Et l'idée, c'est que souvent, on demande aux gens, identifiez, notez bien, et essayez de chercher si dans cette situation-là, effectivement, vous allez pouvoir déclencher, si ce facteur-là va déclencher chez vous les migraines. Et ce qu'on s'est rendu compte, c'est que c'est impossible. C'est totalement impossible parce qu'il y a toujours un facteur qui vient s'intercaler. À partir de 3 facteurs, il y a toujours un autre qui vient s'intercaler, qui vient rendre totalement impossible l'idée en pratique de pouvoir faire la distinction de quel est le bon déclencheur, vu que le 4e est toujours là pour embêter. Et- Donc dans ces genres de cas de figure-là, il faut faire des études statistiques en fait. Il faut faire des stats, on fait des calculs, on vérifie ce qui déclenche plus, on essaye de prendre en compte les autres facteurs pour essayer de les effacer statistiquement avec des analyses multivariées. Et ça, on peut pas trop le faire dans la vie de tous les jours. Donc on est obligé de faire ça avec malheureusement. Pourquoi, à partir de 3, c'est ça. ça part en sucette? Alors, aucune idée. Ils ont juste remarqué qu'à partir de 3, il y avait toujours un 4e qui s'intercalait. Donc Je si pense que on c'est se limite juste, à 2, tu aurais un exemple de... on peut tester avec 2 hypothèses et on a les moyens de le faire. j'ai pas d'exemple parce que ça a été évalué pour les migraines et les migraines, on sait qu'il y a beaucoup de facteurs Ouais. qui sont présents. Et donc, c'est pas possible d'envisager qu'il y ait que 2 facteurs et j'ai pas d'exemple de ce Il genre faut de choses. avoir une hypothèse préalable assez forte et avoir identifié vraiment 1 ou 2 éléments. Si on est dans le flou, alors il y a peu de chances qu'on arrive à avancer vraiment parce qu'il y aura toujours des données confondantes autour. Parce que c'est impossible de se rappeler correctement tout, d'observer tout et de penser à relever des paramètres auxquels on n'a pas pensé au départ, quoi.
si en fait la migraine c'est dû au Wi-Fi du voisin. Alors il y a peu de chance, hein. Mais si vous n'avez pas de quoi le mesurer, bah vous savez pas quoi. Alors, La seule manière qu'on pourrait contrecarrer ça pour les gens qui se disent mince, comment on fait? Bah, c'est en fait, on fait des analyses randomisées de n égale 1. Donc en gros, on fait exprès, on jette un dé et on essaye de supprimer un facteur. J'essaye de supprimer le café pendant 3-4 Ah oui. jours. On jette un dé, on essaie de supprimer un autre facteur. On essaye de voir si on d'accord. supprime les facteurs, ça peut marcher ou pas. Mais ça me semble très compliqué à mettre en œuvre. On mais isole c'est- vraiment le truc, mais après il faut encore avoir le temps et les itérations Ouais. Ok. Et la rigueur, parce que bonjour, hein. Alors, la partie 2 consistait à dire finalement, du coup, le terrain, vous venez de nous démontrer que le terrain c'est nul, que ça ne sert à rien, que les gens qui n'ont pas bac plus 12 000 et des protocoles et un statisticien dans la poche ne peuvent aboutir à aucune connaissance, ils sont tous nuls à part vous. Hein. Alors pourquoi c'est plus compliqué que ça? Pourquoi le Alors- terrain, en fait, n'est pas nul? Alors, Si j'ai compris. Hein. Oui, oui. Première chose dont je voudrais parler, que je trouve assez intéressant, c'est que quand on est, comment dire, quand on aime bien la science, quand on aime bien la zététique, quand on aime bien tout ça, tout ce qui gravite autour, on a souvent une image de la science qui est une étude scientifique publiée dans un journal à comité de relecture. Voilà. Donc, on se dit que bah, voilà, ça, c'est de la science. Mais en fait, la science, ce n'est pas que ça. On peut avoir une démarche scientifique sans publier les résultats dans une revue à comité de relecture. Ce n'est pas obligatoire, comme on en parlait avec Jean Mario et Yvon Jacques. On peut avoir tout à fait une démarche qui s'inscrit là-dedans. Et je voulais prendre l'exemple des ingénieurs. La plupart des ingénieurs ne publient pas leurs résultats, soit pour des raisons, quand ils bossent dans des boîtes pour des raisons de non-concurrence, de choses comme ça, soit pour éviter en fait que le brevet finalement se perde dans la nature et tout ce genre de choses-là, soit pour Qui mettent simplement... leur thèse sous embargo, pour de bonnes raisons. Oui, par exemple, on peut parler de ce genre d'ingénieur-là, oui. Et du coup, dans l'idée, oui, on peut ne pas publier les résultats et quand même avoir une démarche rigoureuse et sérieuse. Et ça, c'est le cas notamment de beaucoup de masters en sciences du sport, en STAPS, qui vont avoir des démarches où ils vont faire, certes, avec plus ou moins de niveau de rigueur, mais ils vont récolter de la data, ils vont récolter des trucs et ils vont réussir à en tirer des conclusions pour leurs athlètes. Et même, je dirais que pour l'individualisation, c'est quand même hyper intéressant. Parce que, je pense que c'est le deuxième point que j'aimerais bien développer, c'est que malgré des biais, malgré effectivement, on va avoir plein de biais sur le terrain, etc. Parfois, on n'a pas le choix, notamment quand on se retrouve dans le sport. On va pas attendre qu'une étude mette 3 ans à sortir pour tester un nouveau protocole pour voir s'il marche sur l'athlète en question. On va devoir faire avec ce qu'on a, avec les moyens du bord. Et le meilleur proxy, comme on a vu que c'était un continuum entre l'expérience de terrain et la science super bien faite, on va dire, hein, des fois, le meilleur proxy qu'on ait, c'est de l'expérience de terrain. Et ce sera toujours mieux que rien si c'est un minimum bien fait, si on essaie d'avoir un minimum de rigueur. Évidemment que ça peut être moins bien que rien. Disons Mais que tout dépend ce qu'on s'autorise à en conclure. Parce que le voilà. quick and dirty, ça a été défendu parfois, et ça se défend. C'est-à-dire que si on veut une réponse extrêmement locale et où on évite de généraliser à tout le monde, un résultat quick and dirty, c'est mieux que rien, en effet. Ouais. Oui, et pour les athlètes de très haut niveau, d'ailleurs, c'est même très souvent, même si on essaye encore une fois d'avoir le plus de données possible, etc., même très souvent, en fait, un moyen d'innover, de progresser et de faire, en fait, des allers-retours aussi, parce que très souvent, il y a des innovations faites par certains entraîneurs qui sont un petit peu, on considère pas comme farfelus, mais enfin, en tout cas, on peut se dire qu'ils se fondent sur des mécanismes, qui font un peu de la neuroscience, etc. Mais en l'occurrence, ça donne des idées de protocoles à tester aux chercheurs. Et en fait, derrière, on peut en retirer des trucs qui sont intéressants. Il y a un Donc, truc, quand même, tu l'as évoqué, après j'ai oublié, et qui me paraît important, c'est que il y a d'un côté tout ce qui est kiné, réparation des gens lambda, où là, évidemment, on a de la matière. Il y a plein de gens qui ont mal au dos. On peut tester les trucs. Hein.
Par contre, des Usain Bolt, il y en a un. Voilà. Donc, si tu as parlé d'athlètes de haut niveau, mais ces gens sont des anomalies, génétiquement, physiologiquement, anatomiquement, même mentalement, hein, souvent. C'est des gens qui sont au-delà des courbes. Mhm. Donc, dans quelle mesure est-ce que ça a du sens de vouloir faire de la science avec les athlètes de très haut niveau? Eh ben, on essaye justement d'avoir les choses les plus scientifiques possibles pour appuyer ce qu'on veut faire, parce que évidemment qu'on va pas s'appuyer sur rien, mais c'est vrai qu'on est limité et que c'est pour ça que j'essaye en tout cas d'éviter d'avoir un mépris absolu pour le terrain comme peuvent en avoir certaines personnes. Parce que quand on a des entraîneurs notamment d'athlètes de haut niveau, alors tu vas me dire, un Usain Bolt on en a qu'un, mais on a une équipe du Jamaïque qui quand même est plutôt pas trop mauvaise en sprint. On a, voilà, et en fait, quand on a cette espèce d'expérience un petit peu précieuse de terrain, avec généralement d'ailleurs des entraîneurs qui sont formés à lire des études scientifiques, à comprendre des études scientifiques, etc., eh bien, généralement, comme ces personnes-là comprennent un petit peu les limites, elles peuvent tester de nouvelles choses. Et encore une fois, très souvent, ça sert à tout le monde derrière, ou en tout cas à tous ceux qui ont un niveau suffisant pour essayer de se rapprocher de la performance la plus optimale possible. Et c'est d'ailleurs, je pense, en grande partie pour ça que nos athlètes font de mieux en mieux. Il y a effectivement le nombre, il y a effectivement, voilà, mais il y a les méthodes qui progressent et qui permettent d'amener ces anomalies toujours plus haut aussi. Plus loin, plus haut, plus fort. Oui, On n'en parle pas. on n'en parle pas. Alors, vous avez parlé donc des hypothèses ad hoc à outrance. Donc, vous vouliez évoquer l'éducation à la douleur. Euh, Je vous laisse alors, développer en parce que fait, là, moi, c'est- j'ai pas trop d'idées de ce que vous voulez dire là-dessus. En fait. Ouais. En vrai, donc, du coup, l'idée, c'est que souvent, quand on a des études qui montrent que quelque chose fonctionne ou ne fonctionne pas, et c'est surtout que quelque chose ne fonctionne pas, on va tendance à à chercher des hypothèses ad hoc pour expliquer pourquoi elles ne fonctionnent pas. Soit parce qu'en fait, on n'a pas identifié la bonne sous-population, ce genre de choses. Et moi, j'ai un exemple précis dans mon champ à moi d'application. Il y a en 2019, il y a une revue systématique qui est parue, qui est pour identifier les les essais contrôlés randomisés sur une technique qui était beaucoup en vogue depuis les années 2012. C'était l'éducation à douleur. En fait, on expliquait aux gens comment fonctionne la douleur, on espérait que ça diminue leur douleur. Et il se trouve que oui, ça fonctionne, mais de manière non cliniquement significative. Donc, en fait, expliquer aux gens comment fonctionne la douleur, ils vont avoir moins mal, mais genre de moins 0,08 points sur 10. Donc, bah, s'ils avaient mal à 6,8, ils auront mal à 6 sur 10. Donc, c'est pas suffisant pour qu'ils disent « Ah, ça va beaucoup mieux ». Donc, à la sortie de cette revue systématique-là, les gens ils se sont dit « Ah bah oui, mais c'est normal, parce qu'on n'a pas pris les personnes qui étaient spécialement faites pour cette éducation à douleur-là. C'était pas le bon sous-groupe. Donc il y a une hypothèse ad hoc qui est sortie. On n'a pas pris les gens qui avaient le plus de peur du mouvement et ce genre de choses. C'est la faute aux gens. Donc du coup, ce qu'ils ont fait, les chercheurs, ils ne se sont pas démontés. Ils ont pris les études, ils ont cherché s'il y avait des données individuelles des patients. Et ils ont utilisé une méthode d'analyse. On a des analyses de données en IPD, du coup, Individual Patient Data, donc les données individuelles de patients, qui permettaient en fait du coup de voir que bah non, il n'y avait pas de gens qui répondaient spécifiquement à l'éducation à douleur. Ça avait cet effet-là chez à peu près tout le monde. Donc c'est ça qui est intéressant de se dire que oui, de manière générale, il faut adapter aux personnes. Et donc on ne peut pas ne pas faire d'inférence. Si on ne faisait pas d'inférence, on prendrait juste les données de la littérature et on les appliquerait aux patients. Il n'y a pas besoin d'un coach, il n'y aurait pas besoin d'un kiné. On ferait juste ChatGPT dit les données de la littérature disent ça, on applique ça comme ça. Sauf que bah, parfois ça marche pas, donc il faut qu'on fasse des inférences, qu'on essaye de deviner avec notre expérience de terrain pourquoi ça n'a pas marché chez cette personne-là. Et du coup, pour ça, il faut faire des hypothèses ad hoc. Mais en même temps, il faut faire attention parce que des fois, c'est une bonne manière juste de jeter des études pour éviter de se remettre en question. Et donc, il faut faire attention à pas aller trop loin. Cette éducation à la douleur, ça veut pas dire, pas parce qu'elle n'a pas passé le seuil de significativité qu'elle n'est pas intéressante. Ce seuil, c'est de p-value. Ça fait 30 ans qu'on la remet en question. On sait bien que c'est pas un critère définitif. C'est pas une règle absolue. N'empêche que c'est la règle établie pour dire qu'un effet existe ou pas. Alors, ça a plein de défauts. Mais
on se doute bien qu'il y a une dimension de persuasion. Il y a des gens qui sont peut-être plus influençables ou plus capables d'avoir cette méthode Coué. Et si on isolait ce paramètre-là, peut-être qu'on finirait par trouver qu'une population où ça marche. Quand on finit par sectionner les populations, on finit toujours par trouver une population où un effet est visible. Pas toujours, parce que par exemple pour le mal de dos, on a beaucoup sectionné. On allait jusqu'à 27 sous-groupes même. Et pour l'instant, on n'a pas trouvé de sous-groupe qui répond plus à une technique plus qu'à une autre. Et là, en l'occurrence, pour cette éducation à la douleur, qui est une technique que j'utilise encore, hein, ce qui s'est passé, c'est que en réalité, c'était bien statistiquement significatif. La p-value était bien inférieure à 0,05, mais ce n'est pas cliniquement significatif. C'est-à-dire que les gens avaient une diminution de la douleur, mais qui n'était pas suffisante pour qu'ils se sentent mieux. Par rapport à ce si moi, critère-là, ouais, d'accord. Il y a le critère en plus, oui, ok. Comme si j'avais quelque chose qui faisait repousser mes cheveux, mais que en fait, ça faisait repousser mes cheveux que de 0,01 mm. Oui, ça marche, mais du coup, je ne verrai jamais la différence. Est-ce que tu veux qu'on en parle? J'ai vu qu'il y avait un casque qui fait des lumières, là, qui est testé par la FDA. Bon, on va pas en parler. On va pas en parler. Mais ouais, alors, et puis, pour réhabiliter le terrain, vous avez commencé à en parler tout à l'heure, c'est que la science elle-même, elle a plein de défauts. C'est-à-dire que il y a un risque extrêmement présent dans la communauté des gens du scepticisme scientifique et de la zététique, qui consiste à idéaliser le fonctionnement de la science et imaginer que tout est propre, tout est nickel, et que tout le monde obéit aux règles comme il faut, qu'une fois qu'on a une p-value, la messe est dite, et qu'une méta-analyse, c'est quasiment un dogme qui est posé, et qu'on fera jamais mieux, etc. Non. Quand on met un peu les mains dedans, on sait bien que toutes les méthodes scientifiques, sauf peut-être la physique extrêmement appliquée, parce qu'en fait, moi je viens de la biologie, où on fait 30 réplicas, sinon on n'est pas sûr. Eux, ils font une manip, et moi, biologie, je dis, mais du coup, vous faites un réplica, et on me regarde, mais pourquoi faire? On prépare ça pendant 15 ans, on allume appuie sur le bouton, on a un résultat, on s'arrête là, on l'a fait une fois. Voilà, donc il y a des sciences dans lesquelles les données, elles sont reproductibles de manière parfaite, voilà, en physique atomique, que sais-je, et dans vos domaines à vous, ou les miens, naguère, on sait bien qu'il y a tellement de paramètres à contrôler que c'est pas aussi propre qu'on voudrait. Et puis en plus, derrière, les chercheurs parfois oublient un jeu de données qui rentre pas dans le cadre, parfois voilà, sans qu'il y ait de la vraie fraude, en tout cas, il y a des pratiques de p-hacking. On continue jusqu'à ce qu'on ait des données qui valident. Après, hop, on s'arrête directement, on ne prend pas les patients en plus. Il y a plein comme ça de petites libertés que les gens ne prennent pas forcément en conscience de le prendre, qui font que la science n'a pas forcément raison dès qu'elle parle et qu'elle contredit le terrain. Et je vous laisse développer là-dessus. Alors, du coup, quand même pour la physique, ils ont aussi un seuil de significativité qui est beaucoup plus faible. Hein. C'est 5 sigma. Nous, c'est 0,05. Donc là, c'est 10 puissance moins 36, je crois. Bref, j'ai aucune idée. Mais... Entendu. Par contre, là, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, c'est même dans les données de la science, même que les études sont bien faites et qu'elles donnent de vrais résultats, qui sont vraiment corroborés et répliqués, même dans ce genre de cas de figure-là, il y a encore des problèmes. Par exemple, la validité externe. Dans les études, souvent, ce qui est fait, c'est qu'on prend des personnes, mais on fait exprès d'écarter beaucoup de personnes pour éviter que ça vienne polluer les résultats. Donc, par exemple, on retire des diabétiques pour des gens qui ont parce qu'ils ont des risques d'avoir des neuropathies un peu partout, ce genre de choses à cause de leur diabète. On retire plein de patients qui ont des problèmes X ou Y. Et donc, après, quand on se retrouve avec ces personnes-là dans notre pratique, faut les intégrer quand même. Parce que même si on les a retirés dans les études, nous, il faut qu'avec notre expérience, notre expertise clinique, on puisse dire, oui, cette personne elle a ces comorbidités-là, donc il faut que j'adapte les données de l'étude par rapport à ça. Et effectivement, en plus, on a parlé des sous-groupes, et effectivement, on a des moyennes dans les études, donc il faut bien regarder la population, et surtout que derrière, en fait, on a notre personne qui est une particularité donnée. C'est-à-dire que dans les études, on avait peut-être, dans les sciences du sport par exemple, que tout type de pratiquants. Et en fait, si on prend des pratiquants très entraînés, ça va avoir des différences dans ce qu'on va appliquer dans les données ou pas.
Ça, tu me diras au Pagace. Si, Il si. y a le problème de fidélité aussi. C'est-à-dire que, imaginons, dans les études, on a des protocoles à suivre. Sauf que dans la vraie vie, c'est pas forcément un protocole qu'on suit. Parce que quand on a quelqu'un qui dit ah, je suis fatigué aujourd'hui, est-ce qu'à la place de faire des exercices pour mon mal de dos, on peut pas faire plutôt un massage? On va pas dire ah non, on continue les exercices. Alors que dans l'étude, forcément, Bah on aurait si. plutôt fait ça. Eh ben si. Voilà, j'ai la solution. Alors, le reste, non, mais là, j'avais la solution. Donc, Et en Parfait. fait, ce qui est rigolo, enfin, et d'ailleurs, je vais appuyer ça juste vite fait, c'est que on a une énorme progression au niveau des sciences du sport, au niveau de la musculation en particulier, quand on a mis en place l'autorégulation. C'est-à-dire qu'on a commencé à tester l'autorégulation et qu'on a commencé à dire bon, en fait, si tu te sens fatigué aujourd'hui, il faut peut-être que tu en fasses un petit peu moins. Et en fait, quand il y a de ça qui est mis en place, les gens progressent plus vite, ça se passe mieux, etc. Donc oui, effectivement, ça fait faire des bons quand on commence à le prendre en compte. donc, je retire ce que j'ai dit. Il faut pas forcer les gens à suivre le protocole, c'est ça? On peut les forcer à suivre le protocole s'il est adapté. Je veux dire, Ça dépend s'il y le a but. Hein. Si le but Ouais. c'est produire une connaissance, on s'y tient. Si le but c'est la performance, après tout, on est libre d'évaluer ce qu'on veut. Est-ce qu'il y a d'autres biais, d'autres éléments? Souvent, il y a des biais qui sont pas mesurés dans les études aussi, Hmm. qui est vraiment très important, hein. Par exemple, les attentes. On sait que les attentes, c'est dans mon champ à moi, les attentes, penser que Tu quelque peux chose rappeler va ton marcher champ? ou pas marcher. Ton champ, exact, Je c'est suis quoi? kinésithérapeute et je m'occupe de beaucoup de patients qui ont des douleurs. La douleur. Et c'est vraiment mon domaine d'expertise, on va dire. Dans ce champ-là, les attentes, c'est un des plus forts facteurs prédictifs de l'amélioration des patients. C'est-à-dire que si, par exemple, mon patient qui a une douleur à l'épaule, il pense qu'il faut qu'il se fasse opérer, j'ai de fortes chances que ma rééducation soit totalement inefficace et qu'il soit obligé de se faire opérer. Et ça a été montré là-dedans pour plein de pathologies différentes. Et donc, ça, c'est pas évalué dans les études très souvent. C'est des fois évalué au début, mais avant d'attribuer le protocole. Et donc, du coup, là, on ne sait pas si les gens vraiment ils s'attendent à s'améliorer avec le protocole. Et ça, c'est aussi un truc à intégrer avec notre expérience pratique, de dire, tiens, cette personne-là, elle a ces attentes-là. Avec mon expertise, mon expérience, je sais que faudrait peut-être que je fasse plutôt ça. Il y a d'autres effets encore comme ça qui peuvent émerger. Donc, Si je- la science est remplie. Il y a plein de raisons pour lesquelles on a bien raison de ne pas vouloir accorder une confiance totale aux papiers qui viennent de sortir, ni même aux théories qui sont là depuis 30 ans, parce que la science est imparfaite. Et j'aimerais bien juste rajouter une dernière chose qui me semble très très importante. C'est que si jamais on n'a pas une certaine expérience du domaine dans lequel on est, et ça vaut, je trouve, beaucoup pour les gens qui ont tendance à analyser les sciences du sport et qui ne sont pas des sciences du sport. Typiquement, j'en croise très souvent sur les réseaux sociaux, des gens qui sont du domaine un petit peu de sciences connexes, hein, souvent de la biologie ou de la médecine, des choses comme ça, et qui vont regarder le domaine des sciences du sport et qui vont tenter d'appliquer leurs propres critères à ça. Et le problème, c'est qu'on ne pourra jamais avoir les mêmes critères parce que, ne serait-ce que faire par exemple une étude en sciences du sport, tu ne peux pas recruter autant de personnes qui vont juste recevoir un médicament, voilà, qui vont juste avoir à recevoir un médicament, que des gens que tu vas devoir faire s'épuiser 3 fois dans la semaine. Ça n'a pas de, c'est pas possible en fait. Et donc, certes, j'ai noté ça sur le document un petit peu fil sur gare à l'idéalisme, à l'ultra-crépidarianisme. Mais en fait, pour moi, on est vraiment là-dedans, c'est-à-dire on ne peut pas idéaliser la science devrait fonctionner comme ça, et puis c'est tout. En fait, il faut faire avec le terrain en question. Et quand on a une expérience globale du milieu dans lequel on évolue scientifiquement, enfin en tout cas dans lequel, par exemple les sciences du sport, si on a une expérience du milieu, qu'on a lu pas mal de papiers dessus, etc., on sait quels sont les standards, on sait ce qui a des chances d'être mieux ou moins bien par rapport à notre milieu. Je ne dis pas pour autant que peut-être qu'il y a plein de trucs qui sont à jeter, encore une fois, dans les sciences du sport et tout, par rapport à d'autres. Mais, encore une fois, on est obligé de faire avec le meilleur niveau de preuve qu'on a. Et le risque qu'on a,
si jamais on déconsidère un peu tout ça, qu'on le met tout, voilà, qu'on le balance sous le tapis parce que, enfin, qu'on le balaye plutôt d'un revers de la main, c'est que c'est de passer à côté de plein de trucs en fait. C'est de dire, si tu disqualifies tout, comment tu fais pour prendre des décisions? Donc oui, je pense que c'est important aussi d'avoir cette expérience de terrain de science. Et quand on n'est pas expert d'un sujet, il nous manque en général typiquement les connaissances pour voir à quel point on ne sait pas de quoi on parle sur telle ou telle chose, même si on s'y connaît un petit peu de manière générale. Il ne faut pas aller faire la leçon aux experts en nutrition, aux experts en algologie. C'est l'algologie, la science de la douleur, c'est ça, je crois. Ouais, c'est surtout les médecins, la médecine de la Et pourtant, douleur, on se nourrit l'apologie. tous et on a tous mal. On a tous l'impression qu'on sait de quoi on parle. Ouais, mais oui, mais non. Et les connaissances émergent du terrain, mais le terrain n'est pas suffisant. Euh, La méthode, c'est important. Du coup, si j'ai un problème avec ma voiture, je vais voir un garagiste qui a plutôt une bonne méthode, plutôt proche de la science et critique, qu'un autre garagiste. Mais ça fait pas tout. Si j'ai un bon horloger qui a une bonne méthode, je vais aller plutôt quand même voir le garagiste qui a une mauvaise méthode plutôt que l'horloger pour réparer ma voiture. Et c'est important d'avoir les expériences et les connaissances dans le domaine. Après, si l'horloger est un vrai bon pote, il peut faire un effort. Mais euh, alors, je sais pas qui avait rajouté cette petite phrase-là. Le dé de Cohen, qui est un outil statistique que je ne maîtrise pas du tout. Apparemment, vous dites, est-ce qu'il est vraiment utile dans les sciences du sport? Et c'est une Ah question que oui, vous alors posez. Et est-ce qu'on développe ça ou pas? Là, je suis en terrain inconnu. Je ne sais pas de quoi vous voulez nous parler. En fait, moi, la seule chose que je voulais dire, c'est que très souvent, le dé de Cohen, c'est quelque chose qui sert à estimer les tailles d'effets. Donc, qui sert en fait à dire, basiquement, à quel point quelque chose va. Parce qu'on a la p-value. On a la p-value qui va nous dire finalement, en tout cas, qu'on a déterminé comme pouvant nous dire si l'effet existe. Maintenant, il va falloir savoir la magnitude de cet effet-là. Et donc, la taille d'effet permet de savoir la magnitude de cet effet-là. Et donc, on a des seuils. Pareil que pour la p-value, je ne les connais pas par cœur, mais en l'occurrence, ils sont très souvent fondés sur un outil qui s'appelle le dé de Cohen. Voilà. Et de fait, ces tailles d'effets-là, triviales, enfin voilà, il y a tout ça. Est-ce que c'est vraiment adapté aux sciences du sport? Eh bien, on a ce papier, en l'occurrence que j'ai linké, qui montre que c'est un outil qui, au départ, a été développé pour les sciences sociales. Donc, un effet qui est trivial en sciences sociales, est-ce que c'est pas déjà un très gros effet en sciences du sport? Est-ce que si je fais gagner 5% à Usain Bolt, Ah oui. je suis pas sur un truc qui est ultra balèze? Alors que si je fais, si j'infléchis l'humeur d'une population ou je ne sais pas, la psychologie d'une population de 5%, est-ce qu'on peut dire que j'ai vraiment eu un effet qui est important? Ouais. Et en fait, Utiliser les outils qui sont développés dans le cadre de certaines disciplines, c'est importer des critères qui ne sont pas forcément les bons. C'est ça que tu dis. et oui, mais ce que je veux dire, c'est qu'en plus de ça, c'est que c'est assez, pas universellement, je vais pas te dire ça comme ça quand même, mais c'est assez répandu dans les sciences du sport qu'on utilise le dé de Cohen pour quantifier une taille d'effet. D'accord. Donc, Donc il y a un papier qui est récent, que euh, j'ai pas ouvert. je Désolé. crois qu'il date de 2018, quelque chose comme ça. Et qui Il remet en date de cause 2020. l'utilisation d'un outil statistique qui est pour l'instant reconnu comme étant la référence. Oui, plus ou moins en tout cas, oui, à peu près. Et ça, je trouve ça très intéressant parce que si on ne lit pas, encore une fois, sur les sciences du sport en elles-mêmes, si on n'apprend pas à les connaître, on peut, même si on lit une étude sur les sciences du sport, on peut trouver ce dé de Cohen et se dire, voilà, c'est ce qu'a dit cette étude-là. Oui, mais non, parce que finalement, ça demande quand même de connaître même j'ai envie de dire, le lore. Je ne sais pas si c'est vraiment très adapté, mais le lore des sciences du sport permet de savoir, le lore de ça permet de mieux recontextualiser, en fait. Tout simplement. D'accord. Donc le papier, c'est Caldwell et Vygotsky, 2020, moi j'ai. Ouais, 2020. A Case Against Default Effect Sizes in Sport and Exercise Science. Bon, je mettrai le lien en description pour que Vygotsky les est gens... un très bon chercheur. Eh ben, je n'en doute pas. Bonjour à Andrew. Mhm. On passe à l'evidence-based practice. Donc j'ai évoqué dans l'introduction l'evidence-based medicine, la médecine fondée sur les preuves. Les traductions sont très variables parce que ça rend pas justice au terme. Là c'est pareil, donc c'est la pratique
du sport, je suppose, fondé sur des données probantes, sur des preuves, sur la science. Ça existe pour de vrai? Alors, je vais juste dire une chose, je vais repréciser parce que c'est Anthony qui est spécialiste de l'EBP et l'evidence-based practice, je dirais que c'est pas quelque chose qui appartient au sport en particulier. Je pense que ça appartient à tous ceux qui vont avoir une relation où ils vont essayer d'apporter quelque chose, soit en performance ou en soin à quelqu'un d'autre. Je dirais que ça va plutôt être comme ça. Donc, ça peut être les coachs, ça peut être les kinés, ça peut être. Voilà. Je te laisserai repréciser, Anthony, mais je pense que c'est important de préciser que ça n'est pas que du sport. Et ben, en fait, justement, oui. Parce que du coup, l'evidence, en fait, de base, ça fait longtemps qu'il y a des études, et on dit qu'il faut intégrer des études dans la pratique de la médecine. Il y a notamment le père un peu de tout ça, c'est John Snow, peut-être éventuellement, pas l'homme qui a dit que l'hiver arrivait, mais un épidémiologiste qui a notamment étudié le fait que il y a la théorie du fait que il y avait des bactéries qui se reproduisaient, des virus, je ne sais plus exactement. Mais dans les années 90, il y a David Sackett qui a posé le nom de Evidence-Based Medicine. Et avec son thésard qui était Gordon Guyat, il me semble. Et du coup, il a posé ce terme-là. Et ce terme, il l'a affublé d'une méthode en 5 étapes. Et le problème, c'est que c'est de la médecine fondée sur les preuves, sauf que il n'y a pas que des médecins dans les sciences de la santé. Et donc, des infirmiers ont dit, non, il faut aussi inclure tous les professionnels. Et c'est pour ça qu'on a inventé le terme de EBP, Evidence-Based Practice. Donc, du coup, la pratique fondée sur les preuves ou pratique factuelle, qui est une meilleure traduction. Mais donc, on parle de pratique des professionnels de la santé et dans lesquels on met les gens du sport. Ça appartient au même domaine? Moi, je suis en zone floue, là. De base, c'était pour les professionnels de santé. Depuis, ça s'est un peu démocratisé, un peu à tout le monde. D'accord. Comme de base, encore avant, c'était pour les médecins, puis tout ça. Et puis finalement, il y a beaucoup d'acronymes à base de EB qui sont sortis d'un peu partout. Oui. Tout à l'heure, tu as parlé de l'Evidence-Based Policy, enfin bref. C'est ça. Il y a beaucoup d'acronymes et c'est une méthode en 5 étapes. Certains incluent 2 étapes supplémentaires. Mais en gros, l'idée, c'est d'abord, on prend la situation du patient ou du coaché, par exemple, et on essaie de créer une question qu'on peut chercher dans la littérature. Parce que du coup, maintenant, on a les bases de données qui permettent de faire ça magnifiquement bien. Et donc, avec cette question, par exemple, on a un patient qui a mal au dos. Ce qu'il veut, c'est pouvoir reprendre la course à pied. Qu'est-ce qu'on peut faire pour que le patient puisse reprendre la course à pied, sachant qu'il a mal au dos? Ça, et donc, du coup, là, on va pouvoir faire une recherche de la littérature, rechercher les meilleures preuves, évaluer de manière critique ces preuves, les intégrer avec l'expertise clinique. Donc, encore une fois, si c'est un patient qui est amputé de la jambe, on ne va pas lui faire des mobilisations de la cheville pour essayer de regagner la mobilité de la cheville vu qu'il est amputé. C'est quand même logique. Donc, en fait, il faut toujours intégrer avec le patient. Et ensuite, on évalue si ça a marché. Et c'est ça qui est important. C'est pas juste appliquer les études et dire les études ont dit qu'il faut faire comme ça, on fait comme ça. On vérifie si derrière, il y a des résultats. Et c'est pour ça que c'est pas juste... on n'imprime pas un papier scientifique, on le frotte sur le dos du patient. C'est pas comme ça ça marche. Bon. On m'a menti alors. L'idée, c'est qu'effectivement, il y a une méthode avec plusieurs étapes. Et les étapes, elles ne se soustraient pas à l'intelligence du praticien. C'est juste de mieux intégrer, de hiérarchiser les preuves pour, comme quand je vais chercher mes clés, d'abord, avant de chercher dans le congélateur, je vais d'abord chercher dans la poche de mon manteau, si jamais je ne les retrouve pas. Donc, c'est parce que c'est là où il y a le plus de probabilité de les retrouver. Oui. Et c'est à ça que servent les études. Ça sert à trouver ce qui a la meilleure probabilité de fonctionner avec les personnes. Et ensuite, ça ne fonctionne pas, on passe à autre chose. C'est une hiérarchisation. En gros, si tu veux nous présenter les 5 étapes qui sont... Donc, 1, c'est formulation de la question clinique, parce que tout le monde ne veut pas la même chose. Hein. À partir de là, vous cherchez les choses, et donc vous cherchez dans la littérature. Donc, étape 2, le spécialiste, c'est celui qui sait comment interroger la grande banque de données des connaissances pour en tirer quelque chose.
Effectivement, ça c'est la deuxième étape. On recherche la littérature avec du coup les bonnes stratégies, les équations de recherche qu'on maîtrise. Et ensuite, on passe à l'étape 3. Là, on a extrait les meilleures données de la littérature. On va évaluer si elles s'appliquent bien à la personne, s'il n'y a pas des biais majeurs, notamment dans notre champ. Il y a un truc qui est merveilleux, c'est que la plupart des études comportent des spins, c'est-à-dire qu'en gros, elles font des conclusions un peu ambiguës et floues pour cacher qu'il n'y a pas de résultat. Par exemple, dans le kinesiotaping, donc je ne sais pas si vous connaissez, ces bandes magiques où on colle sur la peau pour avoir différents effets, plus de force ou quoi que ce soit. Et bien des fois, les études concluent que les gens ont moins de douleur avec le kinesiotaping, sauf que en fait, quand on regarde bien, il y a moins de douleur avec le kinesiotaping, mais il y a moins de douleur avec le kinesiotaping placebo aussi. Ils ont vu. Et donc, du coup, c'est ça qu'il faut faire attention quand on évalue de manière critique. C'est-à-dire que effectivement, Je vais me permettre. ça fonctionne. C'est Oui. pas censé être publié comme ça. C'est pas censé être publié en état. Parce que la peer review, elle a plein de défauts. On peut pas détecter la fraude. Si quelqu'un invente des données, enfin, il y a des logiciels, mais bon, globalement, c'est compliqué. En revanche, détecter un décalage entre les données que vous avez, vos tests statistiques et les phrases que vous écrivez en anglais ou en français ou machin, et qui amènent une conclusion, là, les reviewers, ils sont censés le voir, ça quand même. Donc, si Ouais. l'effet est le même pour le placebo, t'es censé le dire que l'effet est le même, donc, et dire qu'il n'est pas spécifique, t'es censé le dire. Si c'est publié quand même, il faut... Alors, est-ce qu'on peut leur casser la gueule? Non, mais peut-être qu'on peut faire quelque chose pour que leur réputation... J'ai les données en tête pour la lombalgie. Une revue de 2016 avait trouvé que 8 études sur 10 avaient un spin comme ça dans son C'est abstract. incroyable. Et en fait, ce qui est assez fou, enfin, je veux dire, je ne sais pas si les reviewers sont censés arriver à le voir, peut-être que oui, mais en tout cas, ce qu'on remarque, c'est que les études financées par l'industrie, notamment, les méta-analyses en particulier, donc en fait, dès qu'il y a finalement une forme de conflit d'intérêts, on remarque que si les données sont généralement dans le sens de ce qui se passe généralement dans la littérature, les conclusions, elles, vont pas vraiment dans le sens des données. On a très souvent ce genre de problème-là, enfin en tout cas, beaucoup plus souvent que des études qui ne sont pas financées par l'industrie. Il y a Et un donc, léger maquillage. C'est pas forcément de la corruption active, mais il y a un effet peut-être seulement psychologique qu'on pourrait mesurer où on est complaisant avec l'hypothèse qui nous finance, quoi. il faut faire attention en fait, notamment quand on lit une étude, je trouve, financée par l'industrie, que ce soit une méta ou une étude, hein, ou quoi que ce soit, c'est de savoir à quel point l'industriel, en l'occurrence, a été impliqué. Et on a des études qui expliquent très bien ça et qui disent, bah voilà, en fait, on a eu ça, 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 ça et ça. Et très souvent dans la partie conflit d'intérêts, hein, enfin c'est dans la partie à la fin là, et ben on peut savoir en fait le degré de confiance qu'on peut appliquer aux conclusions. Alors, Et quand vous ça, avez quand une on ne lit... étude financée par l'industrie du pétrole, ils sont pas censés vous mentir. En revanche, si vous oubliez de vous rappeler qu'elle est financée par l'industrie du pétrole, vous risquez de lui accorder un poids qu'elle ne mérite pas forcément. Et tout est dans la pondération, finalement. Oui, c'est ça. Mais ils sont pas censés vous mentir, hein, normalement. Et je ne crois pas qu'on ait des données qui montreraient qu'il y a de la fraude. C'est que tu dis, En fait- c'est pas de la fraude, c'est des tournures de phrases, c'est des manières de mettre en avant une hypothèse plutôt qu'une autre. Et c'est souvent plus comme ça que ça se passe, en fait. Donc, On n'est même pas Et- sûr... Ouais, pardon, vas-y. Bah juste, ça se repère en un coup d'œil, hein. Là, ce que je vous ai dit avec le tape, je sais clairement que quand ça n'a pas été dit statistiquement significatif par rapport au placebo, je sais clairement que là, il n'y avait pas d'effet. Et j'ai même pas besoin de lire l'étude pour savoir qu'il n'y avait pas d'effet. C'est ça, et l'expérience, encore une fois, de la littérature. Ouais. Ça, pour le coup, ouais, on y revient. mais je pense que les reviewers auraient peut-être dû demander aux gens, s'ils n'ont pas menti en disant qu'il y avait un effet spécifique, il y a une sorte de mensonge par omission qui consiste à dire qu'il y a un effet et ne pas rappeler que l'effet est le même chez le placebo. Et là, les reviewers, j'insiste, normalement là-dessus, ils ne devraient pas se laisser avoir. Mais bon, ça rappelle les problèmes. Hein, voilà, on vous dit, le terrain versus la science, il y a des problèmes partout, à tous les niveaux. Tu veux continuer l'evidence-based practice avec les différentes étapes?
Une fois qu'on a évalué les preuves, après, il suffit de les intégrer. Donc, on trouve qu'il y a les résultats qui doivent s'appliquer ou pas aux patients pour différentes raisons. Si ça s'applique à la personne, par exemple, je vois que pour augmenter la force des gens, il faut plutôt faire des séries à très forte charge pas forcément, d'accord, ok. Mais en tout cas, Si, si. dans Si, si. les guidelines, ça implique que normalement, il faut faire moins de 14 séries par semaine, il me semble, à un certain pourcentage de la ARM, donc aux La alentours de RM, 70-80%. Un RM, c'est ce qu'on peut faire une seule fois. Genre, par exemple, si tu dois si tu dois soulever un truc avec ton biceps, combien de kilos tu peux tu peux soulever une fois? Pas c'est à deux, peu une près ça fois. ma limite, hein. C'est mon Ah bah stylo, oui. hein. Un stylo. Donc ta limite, ce C'est pas vrai, je serait. suis Et très donc, fort. pour, pour t'entraîner, il faudrait faire 70% du stylo. C'est une manière de faire. Il y a d'autres manières de faire en se basant sur, D'accord. par exemple, la fatigabilité ou ce genre de choses. Oui. Mais donc, du coup, l'idée, c'est que je vois ça, ok, mais ma patiente, en fait, c'est une dame de 75 ans qui vient d'avoir une prothèse de genou et j'ai besoin d'augmenter sa force. Hmm. Est-ce que les données s'appliquent de la même manière? Bah non, pas exactement. Et donc c'est là que l'intégration des données, là c'est un exemple très caricaturé, hein, pour que ce soit très facilement compréhensible, mais c'est là où l'intégration des données, elle doit forcément se confronter à notre expertise. D'accord. Et c'est pour ça qu'il faut aussi utiliser derrière des échelles d'évaluation qui soient fiables, pas comme le test de kinésiologie, qui nous permet de voir si ça a marché, pour qu'ensuite on puisse s'adapter si jamais ça n'a pas marché. Ok. Donc, il y a un peu de bon sens finalement. C'est-à-dire que le professionnel qui est sur le terrain, personne pense qu'il est crétin, on pense qu'il est assez intelligent, au contraire, pour prendre les données, pour se rappeler que les données ne disent pas le vrai, mais sont des indices forts de ce qu'il peut espérer comme résultat lorsqu'il applique telle méthode. Et l'evidence-based medicine telle qu'elle elle avait été conçue, là tu l'as pas évoqué, même si c'est en gros dans la question 1, c'est que il faut tenir compte des attentes même des croyances, des conceptions du patient et de la personne qu'on a face à soi. Qu'est-ce qu'on fait lorsqu'on a un bro-science en face de soi? Oui, c'est Là, vrai. je vous pose la question. En fait, pour moi, c'est là où ça va être toute la délicatesse du métier, comme les brosciences. Moi, je les rencontre beaucoup plus souvent en tant que coach sportif, et que pour le coup, j'ai bossé en salle de sport pendant quand même un certain temps, hein, 4 ans. C'est quand même, enfin voilà, j'en ai vu des gens passer, et il y en a beaucoup, des gens qui sont brosciences. Et en fait, il faut trouver des choses qui conviennent à leurs attentes et qui parfois un petit peu vont bousculer leurs attentes vers le positif, les tirer. Ça devient un travail un peu de psychologie aussi. Moi, je trouve que c'est délicat, mais c'est aussi ce qui fait tout l'intérêt de la pratique. C'est-à-dire essayer de faire en sorte de trouver une espèce de rencontre, en fait, entre les 3, et c'est finalement le modèle, le diagramme qu'on a habituellement, Hmm. c'est-à-dire la rencontre entre, les, meilleures preuves, disponibles, cliniques, enfin le scientifique, tout ça, l'expertise clinique et les préférences et valeurs du patient, enfin du patient ou du coaché, en Hmm. l'occurrence, et c'est au milieu de ces 3 cercles-là que se trouve, l'evidence-based practice. Et est-ce qu'elle existe vraiment? Et dans quelles Ah, conditions elle cesse d'exister? Parce que c'est comme pour l'entretien épistémique qu'on évoque parfois nous en zététique, qui consiste à prendre les gens là où ils sont et puis retirer tous les enjeux et puis discuter avec eux sur pourquoi est-ce qu'ils pensent ce qu'ils pensent pour éventuellement les amener à s'interroger et à changer. On ne peut pas le faire lorsqu'on fait un entretien public. Donc moi j'ai commencé par faire des formats que j'avais appelés entretien épistémique, j'ai arrêté parce que c'est pas les bonnes conditions pour le faire. Et lorsqu'on discute de tout ça et qu'on est sur les réseaux notamment, ou peut-être même sur le terrain, il y a peut-être des conditions dans lesquelles on ne peut plus pratiquer le BP tel qu'elle doit se faire. Est-ce que c'est facile de ménager les conditions pour l'existence réelle de l'evidence-based practice? je vais juste dire un truc, vis-à-vis de j'aimerais juste insister sur un point juste avant ça. C'est que parce qu'on a parlé du diagramme et je trouve ça très intéressant d'en parler, c'est que très souvent, les gens quand ils voient ce diagramme-là, ils se disent, ils oublient un peu déjà les préférences du patient, voilà, et ils se disent,
que la science et l'expérience de terrain, c'est finalement exactement la même chose au niveau de l'importance qu'on doit accorder. Sont à égalité. Et voilà, c'est ça. Et parce que c'est à égalité, puisque les ronds font la même taille. Oui. Et je te jure que c'est vrai, hein. C'est-à-dire que j'ai vraiment des gens, des coachs qui sont persuadés sur les réseaux sociaux que comme les ronds font la même taille, c'est que c'est équivalent. Et comme on l'a vu tout le long de ce tronche en live, pas vraiment en live, mais bon, bref, comme on l'a vu du coup tout le long, c'est un continuum. Et moi, l'image que j'aime bien utiliser, c'est la science, ça doit être des briques, et l'expérience et l'expertise de terrain, ça doit être le ciment. Le truc qui permet de colmater entre les briques. Mais, et puis des fois, on n'a pas beaucoup de briques, donc on est obligé de mettre beaucoup de ciment. Mais en l'occurrence, on ne va pas prendre du ciment quand on a des briques. Il y a toujours une forme de, si jamais pour les mêmes, exactement les mêmes conditions, les mêmes choses, etc., on a soit de l'expérience de terrain, soit de la science devra toujours être prioritaire. Bah, surtout quand Et il y a une contradiction, peut-être. oui, c'est ça, exactement. Et donc, et c'est comme ça en fait qu'on fait avancer la connaissance. Donc c'est vrai que c'est le B à bas, mais pour moi c'est très important. Et maintenant, pour répondre à ta question, du coup, est-ce qu'on peut être vraiment EBP quand on vulgarise des contenus, par exemple sur les réseaux sociaux? Moi, je pense que quand on fait ça, et ça c'est juste mon avis, après je pense qu'Anthony peut-être aura un avis différent ou quoi, on ne peut pas être EBP. Puisqu'on ne peut pas, comme tu le dis très bien, c'est comme dans un entretien épistémique, comme c'est les préférences d'une personne, comme c'est quelque chose qui se fait de personne à personne, quand on s'adresse à une audience multiple, par définition, il n'y a pas une personne. Donc, on peut faire de l'evidence-based, voilà, mais on ne peut pas faire de l'evidence-based practice, à mes yeux. Et c'est important de se dire que du coup, on s'adresse à une forme de persona, une forme oui, de choses, d'entités De clients informes, factices. voilà, de clients factices, qui est finalement générique et qu'on ne peut pas s'adresser exactement aux besoins de chacun. Donc, on essaye d'être à la rencontre entre notre expertise clinique, on va dire, et surtout les données de la science, puisque surtout les données de la science s'appliquent au plus de personnes possible, mais on ne peut pas faire de l'EBP, à mes yeux. Mais les coachs sportifs qui ont des groupes, qui ont des équipes et qui font des exercices pour tout le monde, enfin je sais pas, ils passent du temps, moi j'ignore comment ça marche, hein. Ils passent du temps individuellement, ils adaptent les choses à chacun, ils ont des graphes avec toutes les courbes de la personne, elle, chacune différemment, ou est-ce que c'est une formule générale? Ça dépend totalement d'où tu te retrouves et des moyens que tu as à ta disposition. Tu feras un coach sportif qui a tous les moyens disponibles, fera de l'individualisation. Un coach sportif qui est amateur, fait ça le dimanche pour entraîner l'équipe de son petit-neveu, il ne pourra pas. Mais ce qu'on retrouve ce qui serait l'idéal dans les sciences du sport, c'est d'avoir des préparateurs physiques bien payés avec beaucoup de moyens, en équipe. Ils ne sont pas tout seuls généralement. Et du coup, bah oui, pouvoir individualiser le plus possible. C'est ce qu'on retrouve, par exemple, typiquement à des niveaux type NBA, type les clubs de foot, type Paris Saint-Germain. Enfin voilà, en fait, on se retrouve avec des gens qui, on essaye de plus en plus de pousser vers l'individualisation. Mais là, on a de la Et plus on moula, a, on a de la moula et on a des athlètes qui sont hors normes. voilà, Bon, alors, voilà. je veux dire, évidemment que quand tu as une équipe de Formule 1, du sport, chacun, les points forts des uns et les points forts des autres sont à des niveaux très différents. Mais là, on s'adresse aux gens normaux, voilà, qui ne sont pas dans les 1% des plus performants de machin. Est-ce que qu'est-ce qu'on a pour eux? C'est quoi est-ce que la science et ses résultats, je vais la poser comme ça, est plus adaptée pour appliquer à des gens lambda, ou est-ce que déjà les sujets qui sont utilisés pour la recherche scientifique sont un peu atypiques, sont un peu des gens hors de la norme, qui donnent des résultats pour des sous-populations? Alors, là, encore une fois, je vais parler pour le sport. Et du coup, en fait, ce qu'on remarque, c'est que euh, aux grandes dames des personnes les plus avancées, c'est beaucoup plus facile de trouver plein de débutants.
Donc, en fait, généralement, on a des études dans les sciences du sport qui sont faites sur des débutants. Et du coup, c'est plutôt bien pour la personne qui veut se mettre au sport parce qu'on a littéralement plein de protocoles, plein d'études qui sont adressées pile à elle, ou en tout cas, on va pouvoir trouver beaucoup plus facilement. Alors évidemment, c'est sur des groupes, des choses comme ça, mais moi, je pense que oui, la science permet du coup d'orienter les gens vers une forme d'individualisation, en tout cas, et d'avoir pas mal de réponses à leurs questions, au moins au début. Et plus on va avancer, plus ça va être difficile parce qu'il va falloir ruser ou être innovant, en fait. Et typiquement, un athlète de très haut niveau, eh ben, il va devoir en venir à des trucs qui sont de moins en moins démontrés, en fait. Je veux dire, un peu comme pour Donjons et Dragons, quand on veut passer de niveau 1 à niveau 4, on a plein de données pour le faire, mais quand vous voulez passer niveau 35, là, c'est beaucoup plus rare. Et donc, a priori, vous avez déjà acquis vous-même un certain nombre dans votre parcours d'expérience pour questionner les données qui existent peut-être. Pas vraiment vous, Ce serait bien, parce qu'en fait, idéalement. pas vraiment. Moi, je pense, et là, on peut digresser pendant des heures, hein, mais moi, je pense que les athlètes de haut niveau, en fait, sont les plus enclins à être les plus doués d'un point de vue purement génétique. Oui. Ils ont choisi les bons parents. Et donc, du coup, chez ce genre Ils ont choisi d'athlètes-là, les bonnes pratiques sportives adaptées à leur potentiel, peut-être. aussi. Mais en tout cas, ils ont eu, pour moi, une part non négligeable, si on ne parle même pas seulement de génétique, parce qu'en vrai, c'est pas seulement ça, on parle de chance. Ils ont une bonne part de chance. Et donc, ces gens-là qui ont une bonne part de chance, très généralement, n'importe quel type d'entraînement va pouvoir les faire performer. Et en fait, du coup, généralement, ils ne constituent pas forcément les meilleurs entraîneurs pour eux-mêmes. Parce que comme un rien peut les faire performer, ils sont pas vraiment capables d'identifier ce qui va les faire performer encore plus. Et très souvent, très régulièrement, moi, ce que je vois chez les gens qui sont des bons préparateurs physiques, voire d'excellents préparateurs physiques, c'est que ce sont soit des gens qui étaient moyennement doués, on va dire, et qui ont dû bûcher très dur pour devenir très doués, ou en tout cas pour devenir très performants, et soit des gens qui étaient vraiment pas doués et qui ont dû bûcher très dur pour devenir un peu meilleurs. En tout cas, ils ont dû à un moment se pencher à fond sur la littérature, sur ce qui marchait le mieux. Et donc, ce ne sont pas nécessairement les grands champions, donc pas ceux qui passent du niveau 35 au niveau 36 ou 40 ou quoi que ce soit, mais ce sont souvent des gens qui ont galéré pour passer du niveau 15 au niveau 16, en fait. Tu es en train de nous Et dire que le talent, ce qui est donné au départ, la facilité, est un handicap pour se poser les bonnes questions sur comment on progresse, peut-être. ah oui, D'accord. oui. Je vois Anthony qui acquiesce, que moi, ça a du sens ce que tu dis, mais comme c'est une belle histoire, je me dis, ok, mais peut-être que c'est une belle histoire, et rien que ça. C'est logique, donc c'est faux. Non, mais je veux dire, ça a du sens, en tout cas, et je pense qu'on n'a jamais raison de faire passer ses convictions personnelles avant les données disponibles, mais les gens qui nous regardent, c'est pas des champions du monde. Enfin, il y en a peut-être, hein, s'ils sont là, on vous salue, vous dire c'est bravo pour vos performances, super, et bravo aux futurs champions olympiques. Mais les gens qui nous suivent et qui s'interrogent sur les pratiques, parce qu'il y a des gens aussi qui pratiquent juste du sport pour être un petit peu plus en forme, pour avoir un peu moins mal, pour éviter les problèmes en fait. Et c'est peut-être le gros du contingent des gens qu'on voit à la salle. C'est pas des gens qui veulent forcément faire de la masse, c'est des gens qui se disent mince, je suis un peu trop sédentaire, et c'est mon cas aussi, et peut-être que je devrais faire des efforts et faire quelques petites choses. Et pour ces gens-là, les données, on les a. Après, c'est ce que tu me disais. Oui. En tout cas, on a de quoi, sur des gens qui sont vraiment débutants, on a, je pense, de quoi bien les aider à devenir moins débutants. Donc ces gens-là qui vont croiser des bros et des moi je sais, t'inquiète frérot. Je dis pas que après les bros font ce qu'ils veulent, ils ont bien le droit, hein, mais comme ils sont très généreux en termes de conseils, sans qu'on leur demande,
quel conseil, vous, et on finira là-dessus, vous pouvez donner aux gens qui vont être confrontés à de la broscience, qui vont être confrontés à des t'inquiètes, je sais, machin, sans que ça dégénère, parce que c'est des gens qui parfois peuvent dégénérer, partir dans les tours et croire qu'on leur en veut à mort, alors juste qu'on n'est pas convaincu. Comment on peut gérer ça et progresser en écoutant les bonnes personnes et voilà. Moi, je pense qu'il faut d'abord savoir identifier, il faut d'abord commencer à se poser la question de savoir si notre interlocuteur en face est, comment dire, on peut lui accorder une certaine crédibilité. Évidemment, ça, je pense que pour le coup, apprendre à reconnaître quelqu'un qui n'est pas forcément un expert, mais au moins quelqu'un qui est un spécialiste, ou en tout cas qui a assez d'humilité pour le faire, il y a largement de quoi faire, largement de quoi regarder la chaîne de la tronche en biais Ah bon. pour essayer d'apprendre à le faire correctement. Moi, ce que je dirais juste, pour moi, le critère clé, c'est que la personne soit capable de justifier et si jamais on lui apporte une information contradictoire, de soit y répondre de façon cohérente, soit d'admettre ses torts. Et quand je dis répondre de façon cohérente, c'est comment dire, si on lui présente un discours, qu'elle balaye pas ça d'un revers de la main en disant non mais lui il raconte n'importe quoi ou quoi que ce soit. Pour moi, c'est un bon indice déjà de. Je dis pas que c'est un indice parfait, mais c'est Non, une non. bonne façon pour savoir si la personne en face, au moins, on peut lui accorder un peu de confiance. Il y aura Et jamais de critère absolu, et c'est pas ce que je vous demandais, évidemment, parce que ouais. ce serait facile. On a un critère, il s'habille en mauve, c'est mort. Non, c'est pas ça le truc. Mais ceci dit, si on a identifié quelqu'un comme étant un broscienceur et qu'on n'a pas envie de recevoir ses conseils, par exemple à la salle de muscu ou quoi que ce soit, j'ai quand même 2-3 conseils très Alors, pratiques. oui. Ayez un casque ou des écouteurs. Déjà, ça fonctionne bien et c'est pas bête, hein. Et surtout, euh, ne rentrez jamais en conflit direct avec la personne. Dites oui. Ah oui, j'entends machin, et faites l'idiot au pire, genre j'arrive pas à le faire, ou concentrez-vous, faites votre chose. Mais de toute façon, ça ne servira à rien d'argumenter avec cette personne-là, ou alors, à la rigueur, vous pouvez lui donner la raison pour laquelle vous faites pas comme ça, parce que, par exemple, votre coach, vous pouvez dire, mon coach m'a pas dit de faire ça, et je pense qu'il y a une raison. Voilà, je suis désolé, je veux pas rentrer en conflit avec toi. Bref, trouvez une raison d'esquiver, parce que de toute façon, vous n'arriverez pas à le convaincre, et si vous voulez faire votre vie tranquille, c'est encore le plus simple. Je laisse Anthony répondre après, mais juste, je m'insinue pour dire, ce qui est vrai en salle est vrai également sur les réseaux sociaux. Je pense que, bon, moi j'ai pas d'expérience en salle, hein, mais que l'idéal, c'est d'expliquer ce que vous pensez, pourquoi vous le pensez. Et une fois que vous avez expliqué pourquoi vous le pensez et que vous avez posé votre argument, arrêtez-vous là, ne cherchez pas à avoir le dernier mot. Parce que c'est là où ça s'envenime. Si la personne revient avec un truc, si vous avez dit ce que vous aviez à dire, y compris dans les commentaires sous cette vidéo, c'est super, vous l'avez dit, et ça ne disparaîtra pas. En revanche, si vous revenez remettre des couches et des couches et des couches, vous diluez l'élément vraiment intéressant que vous avez apporté. Anthony ? Du coup, alors pour répondre, il y a plusieurs choses. Déjà, d'une part, individuellement avec une personne, je pense que l'entretien épistémique, c'est un bon outil, mais quand on l'utilise comme en étant un outil, et comme il était conçu, de base, Anthony Madia Bosco, je crois que c'était lui qui l'avait fait en se basant sur l'entretien, le questionnement socratique. Le but, c'était sur Bogossian aussi. De comprendre les croyances de la personne, comment elle était arrivée à croire ce genre de choses. Et pas forcément de changer ses croyances, mais que nous, comme la personne, arrivons à comprendre comment elle a réussi à construire ses croyances. Et donc, de base, juste en étant curieux, en essayant de comprendre comment la personne elle a pensé ça, sans avoir d'optique de vouloir changer ce que la personne pense, tout ça, déjà, de base, ça permet d'identifier pas mal de choses. Or, ça demande du temps, hein. Ça demande d'avoir envie de le faire, hein, attention. Et il y a plein de fois aussi où on n'a pas les compétences, parce qu'on ne peut pas rebondir en disant « Ah, mais tu penses pas que ça ouais. ». Donc, l'autre solution, que moi je fais, que je connais pas un champ, je prends un truc que la personne a dit, et je tape ça dans Google avec debunk derrière, D-E-B-U-N-K. Oui. Et si je vois qu'il y a des debunks et que c'est des debunks qui sont appuyés sur des références scientifiques, tout ça, et que la personne de son côté n'utilise pas de références, je sais que je ne vais pas lui apporter un trop grand crédit. Et dans ce cas-là, moi je vais essayer de passer outre ce genre de choses. Voir si je peux identifier d'autres personnes dans le champ qui sont compétentes,
Du coup, c'est difficile, hein, parce que du coup, il faut comprendre qui est compétent ou pas. Mais souvent, on a des vocabulaires communs entre personnes parce qu'on a une méthodologie. C'est comme l'horloger et le garagiste, ils peuvent tous les deux avoir une bonne méthodologie, mais pas pouvoir interchanger leur boulot. Et en général, ils arrivent à comprendre que s'ils ont la bonne méthodologie, ils arrivent à savoir que l'un fait Ah la même chose pour si, l'autre. un truc très important, moi je trouve effectivement que peut-être on n'a pas pensé, mais c'est pas si bête que ça. Si il y a plein de gens en qui vous faites confiance, qui ont confiance dans ces personnes-là, il y a moyen qu'ils disent moins de bêtises. C'est C'est une forme de c'est preuve sociale. Vous avez des gens une f à qui vous déléguez la confiance d'être capable d'identifier des beaux parleurs ou des compétents. Ouais. et ce que je veux Et dire par là, c'est que ça rejoint un peu ce que disait Pascal, à chaque fois je mange son nom, Wagner et Wagner Guerre. Wagner, voilà, c'est ça, qui parlait du fait de pouvoir reconnaître, un, bullshitter s'il s'exprime sur notre domaine de compétences. Eh bien, si on a des personnes qui, comment dire? Auxquelles on fait confiance dans notre domaine de compétences, qu'on peut identifier comme étant fiables, qui font confiance à d'autres personnes, qui font confiance à d'autres personnes et cetera, et qui sont dans un domaine de compétences type coaching ou quoi, et qu'il y en a plusieurs et qu'il y a voilà, je pense que ça peut être une espèce de forme d'indice inverse. C'est jamais parfait encore une fois, Ça mais s'appelle un ça reste réseau. un Hein. bon Ça s'appelle un réseau. indicateur. Voilà. il y a quand même un truc, c'est globalement dans la science, on sait qu'il n'y a pas grand-chose qu'on est sûr. On est sûr, hein. Donc si la personne elle emploie beaucoup de mots forts, comme Ah c'est comme oui. ça qu'il faut faire et ce genre de choses, Mmh. là, on a quand même des bonnes chances que cette personne-là, faut pas écouter tout ce qu'elle Et raconte. Plutôt malheureusement, si elle utilise des conditionnels, ce genre de choses. on a tendance, et c'est pas idiot, à identifier les gens qui utilisent des termes forts et qui sont sûrs d'eux, à faire le raccourci. S'il est aussi sûr de lui, c'est qu'il sait de quoi il parle. Ce serait vraiment trop bête d'être à ce point définitif et ignorant. Et donc, et c'est pas idiot. En général, les gens normaux parlent en étant prudents et lorsqu'ils sont sûrs d'eux, c'est qu'ils ont de bonnes raisons de l'être. Mais vous avez tout un panel de gens qui font profession d'avoir l'air sûrs d'eux-mêmes. Et cela, ils grillent cette politesse-là, ils grillent totalement cette règle-là. Et on peut plus se fier à cet indice-là. En revanche, il reste l'indice du réseau où si j'ai confiance dans 20 personnes et qu'il y en a 19 qui traitent celui-ci comme un charlot et juste un qui pense que c'est quelqu'un de bien, alors peut-être que je peux réévaluer mon curseur de confiance, de vraisemblance dans cette personne est fiable. Et ce sera toujours Et, imparfait. et toujours quand même à garder à l'état d'esprit, il faut quand même avoir de bonnes raisons au départ de faire confiance aux personnes à qui on fait confiance. Dans le sens où il faut bien démarrer quelque part. Et moi, je pense que c'est quand même intéressant d'avoir des critères pour démarrer de pouvoir faire confiance en fait, à des gens de qui on sait qu'ils disent des choses vraies parce qu'on les sait déjà de base. Oui. En Et gros, c'est qu'on ce que essaie de disait fonder. le texte de Pascal Wagner-Guerre que je lis en vidéo, qui s'appelle Comment reconnaître un pseudo-expert, c'est que quand la personne parle d'un domaine que vous connaissez bien, soyez hyper attentif. Pas pour apprendre, mais voilà, c'est votre occasion de vérifier, de prendre la température avec un thermomètre que vous avez échelonné, vous savez comment il marche, vous testez la température, et s'il donne 37,2, c'est bon. Mais s'il a 43 alors qu'il fallait pas, là vous savez un fort indice que peut-être dans les domaines où vous n'avez pas les outils pour évaluer directement votre confiance, il ne faut pas la placer là. Et deuxième test, très très intéressant là-dessus, et je finirai là-dessus parce qu'après sinon voilà, mais deuxième test très intéressant là-dessus, c'est si vous en avez l'occasion, essayez de confronter la personne, pas nécessairement en public, etc., mais en privé, pour Gentiment. voir sa réaction par rapport à ça. Parce que, Gentiment. voilà, quand il ment ou quand il... Non, je dis gentiment, faites-le Ah, avec gentillesse. gentiment, ok, très bien. D'ailleurs, plutôt que le mot confronter, c'est questionner. Voilà, Ouais. questionner, exactement. Et si jamais on voit que cette personne-là, en fait, peut-être elle s'est trompée ou peut-être qu'elle est en fait, qu'elle a une attitude en tout cas d'autocorrection, si on lui cite des sources, etc. Je pense que c'est vraiment encore plus un bon indice que même le fait qu'ils disent des bêtises. Parce qu'on peut tous dire des bêtises. Bien sûr, évidemment. Un mot de la fin, messieurs, sur le conseil qu'on peut donner aux gens qui s'interrogent sur le rapport entre le terrain et la théorie et les potentiels conflits que ça peut générer. De manière générale, que les gens ils fassent de l'evidence-based practice ou pas,
ce genre de choses, c'est pas ce qui est forcément le plus important, parce que l'evidence-based practice, c'est un modèle parmi plusieurs autres. Ce qui est important, par contre, c'est juste de se rappeler que l'expérience, ça peut pas tout justifier. L'expérience, c'est utile, très utile. On en a parlé pourquoi c'était utile, pour vérifier l'applicabilité des études, pour essayer de vraiment faire le lien entre les études et la personne en face de nous, pour essayer de bien comprendre aussi, comme tu l'as justement précisé Thomas, les attentes de la personne et comment ça s'articule tout ça ensemble. L'expérience, c'est vraiment très important pour ça. Mais c'est pas là pour dire non, cette étude-là, elle ne vaut rien parce que mon expérience, elle me dit que ça marche mieux. L'expérience, elle est là et elle doit s'articuler. Elle devrait, c'est plus intéressant en tout cas, qu'elle s'articule avec les données de la science pour fournir les meilleures choses possibles pour pouvoir moins se tromper et plus aider les gens. C'est toujours une question de ça, c'est pas une question de qui a raison, qui a tort, c'est qu'est-ce qui aidera le mieux les gens. Et il y a plein de raisons qui font que utiliser les études où on s'est occupé de dizaines de milliers de personnes qui ont, pendant une longue période, et on a pu noter les résultats de manière rigoureuse, ce sera quand même vachement plus efficace que 3 personnes qu'on a vues pendant 3 mois en se souvenant à peu près des résultats. Mais les modélisations, tu sais on a eu un chercheur français du sud de la France qui a dit que tous les modèles ne valaient rien. On en est là aussi. Il faut revenir à ces bases-là, comme quoi les méthodologistes ne sont pas là juste pour emmerder le monde, en fait. Ils sont là pour que quand on se trompe, ce qui va arriver à tout le monde, on se rende compte trop tôt plutôt que trop tard. Enfin, plutôt que trop tard. Ouais. Et moi, le truc que j'aurais à dire, et ça va être un message très gnangnan, mais ça va être ceux qui ont tendance à beaucoup se reposer sur la science et les méthodes, à les pratiquer. Et ceux qui ont tendance à beaucoup se reposer sur la pratique, éduquez-vous à la science et aux méthodes. Et je ne dis pas ça pour que tout le monde devienne expert dans le domaine de l'autre, ou voilà. Je dis ça parce que très souvent, les guéguerres qu'on voit sur les réseaux sociaux, c'est par manque de curiosité. C'est par manque comment dire, d'interdisciplinarité. Voilà, exactement, de compréhension mutuelle. En fait, ne serait-ce que d'avoir une sorte de compréhension mutuelle, si ce n'est une entente, au moins une compréhension. Généralement, ça permet de faire émerger les choses de façon plus positive. Donc vraiment, moi, j'invite tout le monde à essayer de faire les deux. J'irais peut-être plus loin. Peut-être qu'il y a des gens qui ont des complexes chacun dans leur coin et qui ont l'impression que le camp d'en face les méprise. Et quand on se sent méprisé, on devient méprisant. On a des jugements un peu plus forts que ce qu'on pense pour de vrai. Et que si vous partez du principe que la personne en face, même si elle vous questionne, c'est pas par mépris, mais c'est par curiosité, si vous ne vous sentez pas agressé dès qu'il y a une contradiction, vous verrez que ça se passera certainement beaucoup mieux en fait. Parce que vous allez envoyer des signaux où la personne en face aura aucune raison de monter sur ses grands chevaux. Alors, il y a des connards, mais ceux-là, vous pourrez les identifier. Mais si vous partez d'emblée en mode confrontation, et ben, toutes les discussions fructueuses, tranquilles que vous auriez pu avoir, elles sont empêchées en fait. Donc, paix sur terre. Oui. Oui. On en a fini. Je vous remercie beaucoup d'avoir été là. N'hésitez pas à me redonner des liens à donner en description. On a donné quelques sources. Et j'invite tout le monde à pratiquer le sport et pratiquer les métiers de la santé en accord avec les meilleures connaissances parce qu'on en a bien besoin. Je vous embrasse, à bientôt.